Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission habituelle hebdomadaire. Je vous remercie de nous avoir autant suivis la semaine dernière sur le sujet sur l'Afrique. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Tout de suite sur les 4 sujets de la soirée, la primaire populaire, fiasco ou plébiscite pour la gauche, Emmanuel Macron, toujours pas candidat, la droite républicaine a-t-elle perdu sa boussole? Et le dernier sujet, l'extrême gauche est-elle le seul rempart à l'extrême droite? Tout de suite autour de la table avec nos co-débatteurs, que je vais tout de suite vous présenter. Je commencerai par Sabrina Nouri, pardon. Alors, vous êtes membre du Parlement de l'Union populaire, spécialiste des questions des violences faites aux femmes. Bienvenue à vous. Merci. De l'autre côté de la table, nous avons Soumia Ashfa. Vous êtes secrétaire fédérale du Parti radical de gauche. Vous êtes également secrétaire national en charge de la politique de la ville. Tout à fait. Bienvenue à vous. Merci à vous. Nous avons également Carlos Soares. Bonsoir Carlos Soares. Vous êtes élu local avec une liste citoyenne. Alors, je vous présente ainsi. Vous avez fait l'objet d'un article de presse. Vous me dites si la présentation est conforme. Donc, je disais élu local avec une liste citoyenne qui accueille les femmes et les hommes de tous horizons, qui valorise l'intelligence collective et la diversité. C'est tout à fait ça vous définit bien? Ça me définit bien et ça définit bien l'esprit du collectif. Très bien. Amin Saha, bonsoir. Vous êtes vice-président de Plaine Commune et vous êtes adjoint au maire à La Courneuve. Tout à fait. Et également vice-président de l'Association des élus de France. Également. Bienvenue à vous. Merci. Malik Etou, je ne sais pas s'il faut vous présenter. Alors, vous remarquerez Je une ne sais chose. pas s'il faut vous présenter. La parité est presque respectée. Presque. Presque respectée. Et pour ne pas vous sacrifier sur l'autel de la parité, on vous a invité. Donc, vous êtes ancien Est-ce que vous élu êtes un local. grand démocrate? Oui, complètement. Bon. L'un n'empêche pas l'autre. Ah bah évidemment. Vous êtes ancien élu local et Ouais. vice-président du mouvement des territoires. Exactement. Bienvenue à vous. Merci mon cher Abdelsam. Tout de suite sur le premier sujet, on lance la vidéo. Mention bien plus. La favorite de la primaire populaire a bel et bien fini première de la classe. Devant ses sympathisants, l'ex-ministre de la Justice a d'ores et déjà promis de réunir tous ses camarades sur le banc de la gauche. Notre sort commun appelle l'union et le rassemblement. Alors je leur dirai, avec respect, que je sais leur réticence, mais je sais aussi leur intelligence et leur sens de l'intérêt général. Pour unir les gauches derrière son nom, Christiane Taubira compte appeler l'écologiste Yannick Jadot, la socialiste Anne Hidalgo, le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, ainsi que le communiste Fabien Roussel. Selon les derniers sondages, aucun n'est capable de se qualifier seul au second tour, mais tous ont à nouveau décliné l'idée d'une alliance, dénonçant une candidate de plus à gauche. Vous avez la France insoumise qui dit « Moi, j'étais le plus haut à la dernière élection présidentielle, je suis aussi le plus haut dans les sondages, donc c'est mon tour, c'est à moi d'y aller, ça c'est Jean-Luc Mélenchon. » Vous avez de l'autre côté Yannick Jadot, écologiste, qui dit « On a gagné toutes les élections intermédiaires, il y a urgence sur la question écolo, on voit bien que la nouvelle matrice à gauche, c'est l'écologie. » Et enfin, vous avez le PS qui dit « Historiquement, c'est toujours autour de moi que s'est construit le rassemblement, c'est à moi aujourd'hui de continuer sur cette voie-là. » Et donc vous avez 3 partis, 3 candidats qui disent « Le rassemblement, oui », mais derrière moi. Très bien, merci pour le reportage. Alors, la victoire avec mention bien de Christiane Taubira consacre une 7e candidature à gauche. Une de plus, je dirais. Alors, la gauche toute cumulée serait créditée de 25% d'intention de vote. Sabrina Nouri, primaire populaire, fiasco ou plébiscite? Moi, je dirais que la primaire populaire n'a de populaire que le nom, finalement, puisqu'on voit aujourd'hui Christiane Taubira espérer avec cette primaire populaire, puisque force est de constater qu'elle a été faite sur mesure pour elle. Hein. On a vu la mise en scène sur l'annonce des résultats avec son discours. Force est de constater que la dynamique n'est pas au rendez-vous. Force est de constater qu'elle est obligée de s'accrocher à ce qu'elle peut. Elle appelle, donc il y a eu une rencontre avec l'équipe de Yannick Jadot qui n'a pas plu à Sandrine Rousseau. On a aussi le fait qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de proposition, donc c'est très difficile pour elle. Moi j'aime beaucoup Christiane Taubira et je suis vraiment peinée de voir un petit peu dans quelle situation elle se situe, que ce soit au niveau du message qu'elle souhaite porter et puis aussi que cette dynamique n'est pas au rendez-vous, vraiment. On n'arrive pas à 70 jours du
du premier tour d'une élection présidentielle qui est, je rappelle, même l'élection la plus importante pour les Françaises et les Français, en disant, en étant absente sur les 5 dernières années où aujourd'hui le résultat c'est qu'on est dans une crise économique et sociale et sanitaire sans précédent, on n'arrive pas comme ça en disant voilà, je suis celle qui peut porter le drapeau et peut-être vous sauver, en excluant les candidats qui sont déjà en route et en chemin. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, ça fait plus d'1 an qu'il a déclaré sa candidature avec aujourd'hui plus de 280 parrainages citoyens. Donc voilà, je suis un peu triste de voir ça. Maintenant, il faut continuer. Mais le fait de maintenir Jean-Luc Mélenchon sur cette primaire, alors que lui ne souhaitait pas y participer. Mais de toute façon, nous, on a souhaité ne pas y participer, il l'a dit clairement. Et aujourd'hui, il y a un article qui est sorti dans Mediapart qui raconte un petit peu les déboires avec Yannick Jadot, son équipe, et puis cette primaire populaire. J'invite les téléspectateurs et les téléspectatrices à le lire. Nous refusons de rentrer dans ces polémiques, nous refusons de rentrer dans cette primaire populaire depuis le départ. Et aujourd'hui, nous continuons notre campagne, qui je pense est une belle campagne, avec de beaux temps forts, de très beaux meetings. Le prochain, c'est dimanche prochain à Montpellier, à l'Arena de Montpellier. On attend plus de 5000 personnes, ça va être un très gros événement. Voilà, nous continuons notre campagne. Notre objectif, c'est de convaincre les Françaises et les Français pour changer de cap, pour s'offrir un espoir pour l'avenir de la France et de tous les concitoyens et concitoyennes de ce pays. Soumia Chfa, justement, il y a une 7e candidature à gauche. On ne brouille pas un peu le message. La gauche est définitivement fâchée avec elle-même. Alors, je ne suis vraiment pas d'accord avec ce que vous dites, Sabrina. Lorsque Christiane s'est déclarée au mois de décembre, on a du mal à accepter sa candidature, donc la 7e candidature. En revanche, on accepte la 3e, la 4e, la 5e, la 6e candidature. Donc, comment se fait-il qu'on puisse accepter tout le monde, sauf la candidature de Christiane Taubira? La primaire populaire n'a nullement été organisée pour mettre en avant la candidature de Christiane Taubira. Mais Soumia, si vous permettez, je voudrais simplement qu'il y ait quand même des candidats dont le nom a été cité lors de cette primaire qui ne souhaitaient pas y participer. Ça, je l'entends, mais je ne faisais pas partie de la primaire populaire. Donc, je n'étais pas une primaire à leur insu. Je n'étais pas dans l'organisation de la primaire populaire. Si ce n'est que cette primaire a quand même récolté plus de 467 000 inscrits. 3 fois plus que pour la primaire d'Europe. Excusez-moi, Sabrina, quand vous avez parlé, je vous ai laissé parler. Merci de ne pas m'interrompre, vous serez gentil. Lors de la primaire populaire, on a eu plus de 3 fois plus d'inscrits que pour la primaire d'Europe Écologie Les Verts, que pour la primaire des Républicains. Vous en êtes d'accord. Christiane est sortie quand même avec plus de 263 000 voix. Ce n'est pas négligeable, comparé à Yannick Jadot, qui est sorti avec plus de 54 000 voix, et Valérie Pécresse avec 69 000 voix. Donc on voit que lors de la primaire populaire, il y a eu quand même une forme de dynamique derrière Christiane Taubira. Maintenant qu'on dise c'est la candidature de trop, non, ce n'est pas la candidature de trop. À mon sens, c'est la candidature. Christiane était quand même garde des Sceaux. Christiane était derrière le vote du mariage pour tous. Christiane s'est battue. Christiane, quand elle faisait partie du gouvernement de Valls et on devait voter donc la loi sur la déchéance de nationalité, elle s'y est opposée, elle a claqué la porte, elle est partie. Moi, j'ai beaucoup d'estime et de respect pour cette femme-là. Maintenant, il est vrai que les sondages actuels, on ne voit pas cette dynamique après la primaire populaire. Je le concède. Si ce n'est que moi, les sondages, on peut leur faire dire du tout et n'importe quoi. J'ai pas parlé de sondage. Non, mais actuellement, parce que vous avez parlé du manque de dynamisme. Donc, vous vous êtes basé sur des sondages. On vous laissera logiquement. répondre à ça. Logiquement. Donc, quand vous dites que Christiane n'a pas de programme, c'est tout à fait faux. Christiane a un programme sur la fiscalité, sur l'emploi, sur les salaires, le pouvoir d'achat, sur les jeunes, sur la retraite. Donc, n'avancez pas des propos
erronée. Elle a mis un programme en place. Nous, le Parti radical de gauche, nous la soutenons depuis le début. On y croit, parce que c'est quand même une ancienne radicale. On y croit et on l'accompagnera jusqu'au bout. Malik Yetou, Oui. manifestement, il y a une mésentente à gauche. Non, bah, c'est un problème D'abord, à qui de, elle profite c'est un problème de gauche, je pense, tout d'abord. C'est très marquant de voir des gens se revendiquant du même bord politique, entre guillemets, s'affronter sur des petits sujets. C'est la petite politique, là. Hein. On est sur, mais moi je me suis présenté le premier, mais moi c'est moi la vraie candidature, moi j'ai un programme sur l'emploi, la sécurité. C'est passionnant de savoir qu'ils ont un programme sur l'emploi, la sécurité, le travail. C'est ce qu'on demande un minimum à un candidat qui se présente à une élection présidentielle. Concernant Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas forcément mon ami, mais pour le coup, qu'il faut lui reconnaître, il a une vision de la société, c'est quelqu'un avec qui on peut s'affronter sur le plan idéologique. Et là, pour le coup, je vais être d'accord avec Sabrina, et je suis désolé, madame, de vous le dire, mais Christiane Taubira, au-delà de la femme que vous estimez, et que j'estime également, parce que sur son charisme, sur sa personnalité, je trouve qu'elle vient se mettre un petit peu de l'huile dans un mécanisme qui est déjà assez enrayé. C'est-à-dire que la gauche vit ses derniers moments. Et cette élection présidentielle vont marquer cette histoire. Je vous assure que les historiens sont déjà en train de se pencher sur le sujet. Et moi, je me régale en regardant ça. Parce que la gauche est amenée à disparaître. Cette gauche, en tout cas. Cette gauche qui n'est plus capable de s'écouter. Cette gauche que Manuel Valls, avec lequel je suis en total désaccord, a appelée cette gauche irréconciliable. Vous le voyez bien. Ils sont même plus capables de présenter un seul candidat à l'élection présidentielle. La gauche mitterrandienne, elle était dans une véritable action, avec des compromis, des alliances de partis, des négociations. Il y avait un socle commun. Aujourd'hui, on a des gauches qui sont totalement divisées parce qu'ils ne partagent pas du tout le même concept. Alors tout à l'heure, on aura l'occasion d'entendre notre ami socialiste qui va aussi venir nous expliquer que lui a la vraie candidature de gauche. Et vous verrez que Trompez-vous. Vous présumez de ses propres. Mais non, mais j'entends bien, mais parce que je connais un petit peu. À un moment donné, vous savez, ça fait des années qu'on fait de la politique, on a aguerri un petit peu à ces élections, et c'est toujours moi j'ai raison. Et ils oublient leurs électeurs, et c'est pour ça que les gens se détournent de la gauche. C'est pour ça que les gens, malheureusement, des gens de gauche maintenant votent à droite. Enfin, malheureusement pour eux, heureusement pour nous, et pourvu que ça dure. Mais ce que je dis, c'est que je suis très passionné du débat, et j'espère que les historiens, on est en train de vivre les obsèques de la gauche, et pour le coup, c'est passionnant. C'est un peu pareil à droite quand même. Sabrina Louri, On y reviendra. Je vais répondre bien sûr. Alors, tout simplement, c'est que aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas il y a 3 semaines ou il y a 5 mois ou il y a au mois de novembre qu'il est arrivé. Il y a 2-3 ans, je répète, il y a 2-3 ans, il a demandé à se mettre autour de la table, il a même déposé l'avenir en commun au centre, en disant voilà, une élection qui est capitale qui arrive, mettons-nous autour de la table, discutons. Nous avons le projet L'avenir en commun à mettre sur la table, à mettre au pot commun. C'est un programme qui a réuni plus de 7 millions de... Mais vous avez le sentiment que cette gauche est irréconciliable? Non, mais attendez, elle est irréconciliable, et en plus elle a 30 ans. Sabrina nous explique que ça fait 2 ans que Jean-Luc Mélenchon est candidat. Ça fait 30 ans. On a essayé de faire ce front populaire qui a été appelé comme ça. Personne n'a répondu. Madame Taubira n'a pas répondu à cet appel. Donc nous avons pris nos responsabilités. Nous avons continué à œuvrer pour construire et consolider le programme que nous avons proposé en 2017. Donc aujourd'hui, il est arrivé à son terme et on le présente. Nous avons des propositions et nous allons convaincre les Françaises et les Français sur des sujets très importants de société, que ce soit la bifurcation écologique, que ce soit le social, que ce soit sur l'économie, bref, tous les sujets. Et aujourd'hui, nous sommes dans une stratégie d'union populaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme nous n'arrivons pas à nous entendre par le haut, eh bien, nous allons nous entendre avec la base, c'est-à-dire que nous accueillons toutes et celles et ceux qui souhaitent reconstruire, qui souhaitent avancer avec nous pour arriver à la victoire, pour mettre un stop radical à cette politique néolibérale qui est en train de nous détruire, depuis maintenant 40 ans. Maintenant, nous sommes en fait en stratégie d'union populaire. Nous avons des économistes, nous avons des syndicalistes, nous avons des philosophes, nous avons des chanteuses, nous avons des comédiens, nous avons tout l'espace de la culture, nous avons vraiment tout un ensemble de personnes qui nous ont rejoints, comme l'ancienne présidente d'Attac, qui nous a rejoints, Aurélie Trouvé, nous avons le maire Asdine Taïbi qui nous a rejoints. Bref, nous avons vraiment une large palette de citoyens et de citoyennes de la société civile qui ont rejoint la dynamique des insoumis et des insoumises.
Maintenant, effectivement, s'il y a un semblant de tambouille à gauche, eh bien, nous ne sommes pas concernés. Nous faisons l'union par la base et nous arrêtons de faire l'union par le sommet, puisque visiblement, personne n'écoute. Amin Sahar, vous avez été cité par Meliki et tout, justement sur cette gauche. Vous pensez quoi Avant de répondre et de réagir sur ce qui a pu se dire à l'instant, moi ce que je voulais c'est d'abord revenir sur l'objet du débat, c'est-à-dire la question de la primaire. Est-ce que c'était un plébiscite ou un fiasco? C'était ça la question. Et donc je crois que on peut évidemment émettre un certain nombre de critiques, on peut ne pas apprécier la méthode, mais il faut quand même se dire les choses. Cette primaire populaire, moi je l'appellerais plutôt une consultation citoyenne, parce que lorsqu'on a des candidats qui n'ont pas forcément reconnu, qui ne se reconnaissent pas dans le processus et dans le résultat, il faut appeler ça plutôt une consultation citoyenne. Une consultation citoyenne qui rassemble 470 000 inscrits, au final 400 000 participants, on ne peut pas balancer ça d'un revers de la main en disant ces gens-là ne comptent pas, etc. Surtout quand vous évoquiez la question de la base, on ne s'entend pas au sommet, donc il faut s'entendre à la base. Moi, je pars du principe que, quoi qu'on puisse en dire, et moi, je peux aussi avoir un certain nombre de reproches à faire à cette méthodologie, au fonctionnement de cette primaire. Mais ça a rassemblé un certain nombre de citoyens qui se sont dit quoi ? Parce qu'il faut revenir à la base. J'entends beaucoup, cette primaire, elle a été organisée pour Christiane Taubira. Enfin, quand l'idée de cette primaire a germé, je suis désolé, Christiane Taubira était très très loin des plateaux télé, très très loin d'envisager une candidature, il faut quand même se le dire. D'ailleurs, on lui reproche d'être candidate très tard. Le processus de la primaire, il a commencé il y a quand même quelques mois. Donc, évidemment, ces citoyens qui se sont dit, ils n'arrivent pas à s'entendre, parce que moi je me souviens, il y a un an, au mois d'avril dernier, quand la gauche, dans son ensemble, est dramatisée par le résultat des sondages de l'époque, qui ne sont pas bien différents de ceux qu'on peut observer aujourd'hui, se dit, bon, il faut absolument qu'on se retrouve. Alors il y a ceux qui arrivent en disant, j'entends les reproches, il faut se rassembler derrière moi. Il y a ceux qui arrivent en disant, nous on a un programme, on a déjà réfléchi, circuler, il n'y a rien à voir. Juste une chose. Donc juste pour vous dire, pour moi je trouve que c'est un plébiscite, bien qu'on peut... Ma question est, et Sabrina Nouri, on peut comprendre son avis. Mélenchon ne souhaite pas participer à cette primaire. Donc de fait, Sabrina Nouri n'a pas participé à cette primaire. Donc ça biaise le résultat. Alors j'entends, c'est pour ça que je dis, pour moi ce n'est pas une primaire, c'est une consultation. De la même manière, quand vous avez un cabinet qui vous appelle pour un sondage en vous disant « Bonjour monsieur, pour qui vous allez voter ?» Parce que c'est comme ça que ça se passe en réalité. On consulte, on ne demande pas l'avis des candidats en leur disant « On va vous sonder, est-ce que vous êtes d'accord ?» Signé en bas du papier. Non, les cabinets de sondage, les instituts de sondage, pardon, ils appellent et ils demandent l'avis des citoyens. Donc on ne demande pas l'avis des candidats. Et donc c'est une consultation. C'est pour ça que j'appelle ça une consultation. Et c'est quand même il faut regarder le processus de consultation. Il est quand même intéressant de regarder dans le détail. Le fait de dire moi, tel candidat, je le trouve plutôt bien parce que sur tel sujet, il m'intéresse. C'est le cas, par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon. Moi, je partage un certain nombre de ses propositions et j'aimerais pouvoir l'exprimer au-delà de dire oui, non, lui me va bien, lui ne me va pas. Parce que c'est ça aujourd'hui le processus démocratique. C'est-à-dire qu'on vote une fois et puis ciao, bonsoir, on se revoit dans 5 ans. Là, c'est un processus qui est beaucoup plus complexe où on donne un avis, une appréciation quelque part. Donc ça a des défauts, mais à mon avis, le processus classique aussi a des défauts. Carlos Soares, on assiste au Big Bang de la gauche. Alors, merci de m'avoir... Et on sait qu'après un Big Bang, il y a une reconstruction. Tout à fait, oui, mais il y a beaucoup de trous noirs aussi, il faut faire attention. Et tout disparaît dans le trou noir, on le sait. Alors moi, merci vraiment de m'avoir invité ce soir, parce que, alors, contrairement, on va se dire collègues, on est collègues débatteurs ce soir, quel que soit je n'ai jamais fait de la politique politicienne, j'ai jamais fait de politique, j'ai jamais appartenu à un parti politique. Et j'entends donc votre question, et moi j'ai une théorie là-dessus. Les primaires comme nous les faisons en France, c'est un piège à gogo. Je me souviens, donc en 2016-2017, quand nous avons fait les primaires pour la droite, il y avait Fillon, il y avait primaires de la droite et du centre. Voilà, puis Fillon, Juppé, machin, etc. Là. Alors, sauf que nos primaires telles que nous les faisons en France sont ouvertes. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être encarté dans le parti pour pouvoir voter. Si je suis un parti puissant, je vais chercher parmi les candidats
ceux qui n'ont aucune chance de passer, et je vais dire à tous mes adhérents, votez pour Madame Taubira, parce que celle-ci, c'est sûr, elle ne gagnera jamais. François Hollande. François Hollande n'essaie pas présenter une primaire. Hein. À la primaire, Bien sûr, mais, la primaire de la gauche. Oui, mais là, c'est plus les gens de gauche qui ont vraiment voté. Hein, Alors, c'est-à-dire que cette primaire telle qu'elle est, alors pour moi, c'est un piège. C'est un piège pour les autres candidats, et puis d'autant plus, pardonnez-moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'école. Hein, donc, quand j'avais une note assez bien, j'étais déjà content. Pour vous dire. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a désigné la candidate qui va représenter une certaine partie de la population. Hein. On parle des citoyens. Sauf que, vous voyez, quand je constitue une liste citoyenne, parce que je suis convaincu que les citoyens sont pluriels. Après, il y a des personnes qui portent avec conviction, je le vois ici avec mes collègues ce soir, et qui défendent avec conviction, mais ils vendent leurs convictions. Et j'ai toujours du mal quand j'entends, quels que soient les candidats, etc., les Français pensent que... Qu'est-ce que tu pensais que les Français pensent que... Tu as été voir chaque Français? Ils se sont vraiment exprimés? Non, soyons... Et c'est pour ça, pardon de le dire pour Madame Taubira, que des gens arrivent, leur premier programme, c'est de démolir celui ou celle qui est en place. Et ensuite, on commence. Hein. Alors après, si j'ai des personnes qui font Star Wars, j'ai d'autres qui font... C'est presque freudien quand même, pardon de vous lire de souvenir. Quand Madame Taubira dit « on va se retrouver comme en 2002 », c'est freudien, hein, cette expression-là, non? Parce qu'en 2002, on a vu ce que ça a donné, quoi, quand Madame Taubira... Chirac Le Pen. Voilà. Sachant que si on revient sur 2002, Christiane Taubira, c'était Lionel Jospin qui lui avait donné l'accord de pouvoir se présenter. Donc, pour le coup, elle était partie avec un limite accord tacite pour pouvoir se présenter à l'élection. Mais que Christiane Taubira soit dans cette élection, je veux dire, c'est même plutôt quelque chose de positif. Il n'y a aucun souci que Taubira participe à une élection présidentielle. Et puis si elle arrive à obtenir en plus les parrainages, je pense qu'elle va apporter dans le débat politique des choses intéressantes et ça va nous permettre un peu plus d'échanger. Je ne comprends pas un petit peu cette inquiétude à chaque fois qu'il y a un candidat qui se présente, de dire ah mais il ne faut surtout pas qu'il se présente, il ne faut surtout pas qu'on puisse parler. On se revendique à chaque instant d'être des démocrates et dès qu'il y a un candidat qui veut se présenter pour échanger, pour améliorer notre pays, on est tous là à lever vent debout et dire non mais surtout pas, ça va fragiliser la gauche. Mais je pense pas, je pense que ça va même peut-être, pour le coup, et là je vais essayer d'aider un petit peu mes collègues de gauche, ça va peut-être un petit peu éclaircir le débat. Ça va peut-être un petit peu plus apporter. Est-ce que finalement Taubira et Mélenchon peuvent s'entendre sur des sujets comme l'écologie, la sécurité, je pense la justice sociale. La justice sociale, évidemment. Soumia Ashfa, avant de vous donner la parole, moi j'avais une toute vous m'avez petite coupé, question. j'avais pas terminé mon cher Abdel, mais c'est pas grave. Moi j'ai compris qu'ici il y avait une majorité de gens de gauche et que la droite pas du tout. Une forme de censure. Le temps fuse, vous le savez, mais Soumia Ashfa, vous n'en avez pas marre que l'on reproche à chaque fois à Christiane Taubira en 2002 d'avoir pas permis à Lionel Jospin d'accéder justement au deuxième tour, alors que pour l'histoire, elle avait fait le plus petit score de gauche, puisque Jean-Pierre Chevènement avait fait le plus gros des scores. Et si on peut montrer du doigt une personne qui a empêché Lionel Jospin de passer, c'était bien Jean-Pierre Chevènement. Et puis il faut préciser que dans son livre, elle avait écrit qu'elle avait demandé à Lionel Jospin si elle pouvait se présenter, qu'il avait accepté cette la démocratie. Alors, pour répondre à... La démocratie, c'est de laisser parler Soumia. Pardonnez-moi, Non, mais je suis aimable. Je ne vais pas vous interrompre. Pour répondre à votre question, Abdeslam, revenir sur le passé, pour moi, c'est une perte de temps. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est la situation des Français. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est cette crise sanitaire. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse aider les Français à vivre et non pas à survivre. Parce que le pouvoir d'achat est en baisse totale. L'inflation, comme vous le savez tous, est constante. De plus en plus de ménages... qu'on élude. Voilà. Non, mais de plus en plus de ménages tombent dans la précarité, surtout les familles monoparentales. C'est des familles qu'on laisse de côté et qu'on oublie. Et revenir sur le passé ne m'intéresse pas. Moi, j'aspire à une seule chose, c'est l'avenir des Français. Et essayer de faire en sorte à ce que ces Français puissent vivre correctement. Maintenant qu'on reproche, je vais terminer sur une petite chose, parce que depuis tout à l'heure, mis à part mon cher collègue et Amine, depuis tout à l'heure, on reproche à Christiane Taubira de se présenter. Mais
Mais On reproche pas non, à ben Christiane si, Taubira. la candidature en plus, Pourquoi la candidature en plus? c'est un fait Pourquoi factuel. Jean-Luc Mélenchon On va aurait faire la ça, légitimité de se présenter? Pourquoi Yannick Jadot aurait la légitimité de se présenter? Pourquoi Anne Hidalgo aurait la légitimité de se présenter? Et pourquoi pas Christiane Taubira? Je vous rappelle peut-être qu'elle a un eu peu en trop. 263 000 personnes qui l'ont sollicité. Et qui plus est, s'il vous plaît, 30 ans. qui plus est, Attendez, il y a eu un mouvement qui a Merci, été merci bien. mis en place. D'accord? Tous pour Taubira 2022. Ils sont partis la chercher. Christiane était tranquille. Ils sont partis la chercher. Puisqu'ils ont voulu l'union de la gauche. Et ces citoyens-là, ils ont estimé que la seule personne qui était capable d'unir la gauche, eh ben, c'était Christiane Taubira. Pourquoi ces citoyens-là ne sont pas allés chercher Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi ces citoyens-là ne se sont pas adressés à Yannick Jadot? Ben non. Ils ont choisi Parce que Mélenchon, Christiane c'est la République. Taubira. Sabrina Voilà. Nouri. Mais ces citoyens ne représentent pas l'ensemble des Français, madame. Je n'ai pas dit ça, nullement cela, bien si ce n'est que je Alors, dis je voudrais que juste, lors de la avancer primaire mon propos. populaire, il y a un chiffre qui est extrêmement important et qu'il ne faut pas mettre de côté. D'accord? La consultation citoyenne c'est assez juste. C'est vraiment une consultation citoyenne. Il y a eu quand même plus de 260. 3 fois plus que le primaire Exactement. écolo et LR. Exactement. Et ça, c'est un chiffre Ça n'a qui rien n'est à pas voir. négligeable. Ce n'est pas négligeable. Il faut les respecter, ces citoyens-là. Bien sûr. Voilà. Et est-ce que vous respectez Sabrina le Nouri. résultat du parrainage de Jean-Luc Mélenchon, des citoyens, des citoyennes? On est à Mais, plus de 280 il me semble que la parrainages. deadline des parrainages n'est pas terminée. Les parrainages. Non, parrainage. Ah, pardon, excusez-moi. Parrainage. Excusez-moi. Nous avions Ouais. proposé une proposition de loi qui a été donc balayée d'un revers de la main par les macronistes, on a l'habitude. Donc c'est une proposition qui a été faite par Lionel Vous Jospin. vouliez changer la règle du jeu alors que le jeu avait commencé. C'était ça, en fait, la Non, réponse mais qui avait été attends, faite. cette proposition, ça fait très longtemps qu'on l'a déposée à l'Assemblée nationale. D'accord? C'est pas juste là, il y a 3 mois. Donc, cette proposition n'a pas été acceptée. C'est simplement de reprendre, en fait, les travaux de Lionel Jospin et de dire que les citoyens, les citoyennes, à partir d'un certain seuil, alors après c'était à débattre, 150 000, 200 000, 250 000, peu importe, mais au moins que les citoyens et les citoyennes puissent choisir en fait et de parrainer qui ils souhaitent voir, en tout cas, disputer la course pour cette présidentielle. Ça n'a pas été fait. Donc, ce que nous avons fait, c'est nous avons organisé en fait ce parrainage citoyen qui a été mis en ligne. Il y a eu énormément de personnes qui ont participé. Nous sommes aujourd'hui à plus de 280 000 parrainages citoyens-citoyennes. Voilà. Pour conclure sur le sujet, Amine Sa, je vous laisse la parole. Oui, très, très brièvement, juste pour dire, moi, très franchement, j'ai pas d'adversaire à gauche. Et je rejoins notre Pas collègue. d'adversaire, mais pas de partenaire pour le coup. Oui, mais ça c'est parce que, en réalité, encore une fois, mais on a déjà eu l'occasion d'en discuter, c'est une histoire d'ego. Voilà, il faut se le dire très concrètement. Parce que sur le fond, tout à l'heure, j'entendais dire qu'il n'y a plus rien qui nous rassemble. C'est pas vrai. Moi, j'ai pris le temps, et je l'accorde à Jean-Luc Mélenchon. J'ai jamais dit ça. Hein. Non, j'accorde à Jean-Luc Mélenchon le fait d'avoir travaillé. C'est quelqu'un qui a travaillé, son groupe a travaillé pendant les la 5 mandature. dernières années. Et ça, il faut lui reconnaître. Après, bon, j'ai quelques petits désaccords sur la forme. Parfois, il y a une forme de clivage, notamment qui n'aide pas le rassemblement à gauche, que moi, avec lequel j'ai un petit problème. J'ai regardé, moi, les propositions des uns et des autres, notamment de Christiane Taubira, même si on lui reproche d'être arrivé trop tard, de ne pas avoir de programme. Quand on veut le rassemblement, on n'arrive pas avec un programme en disant signé en bas. C'est aussi pour discuter un certain nombre de propositions qui feront le socle commun à gauche. Donc, moi, en regardant les programmes des uns et des autres, je trouve quand même que sur les grandes questions de gauche, la justice sociale, on en a parlé tout à l'heure, la question écologique, la question de la République, la place de la République, etc. Enfin, globalement, tous les candidats, franchement, il n'y a pas grand-chose qui nous sépare. Donc ça veut dire que, quelque part, il y a matière à construire une candidature unique à gauche. À mon avis, ça ne se fera pas en 2022. Mais moi, j'invite celles et ceux qui sont dans cette course à faire en sorte de se respecter, parce que notamment au lendemain de 2022, il va falloir construire quelque chose à gauche. Mais- Peu importe quelle sera la fin, quelle sera la chapelle, il va falloir construire quelque chose. Amine Sa. Et il faut éviter de trop s'écharper, à mon avis. L'élection Amine n'est Sa, pas terminée. Hein.
Oui, mais je Malik, dis pas qu'elle est Voilà. terminée. Non, mais parce que là, on parler parle des d'après 2022. Déjà, essayons de la gagner. Non, mais 2032, il faut essayer de réfléchir aussi après 2032, Non, mais- 2042, 2050. L'urgence, Non, mais il y a un certain nombre de l'urgence sujets, notamment la écologique, question de la transition écologique. l'urgence Elle ne se écologique. réfléchit pas à l'échelle d'un mandat. Non, mais Elle se l'urgence réfléchit à écologique. l'échelle de 30 ans, 50 ans. Non, mais là, on a des sujets écologiques extrêmement importants. On ne peut pas, comme vous dites, avoir une affaire d'ego. Nous avons extrêmement bien travaillé, je pense. Je Ça viens fait de le dire à 5 l'instant. ans. Je Oui, viens ça de le fait dire à 5 ans. J'aurais voulu vous poser une travaille. question, mais le temps court. Oui, Carlos parce que Suarez. c'est presque un acte manqué. Ce n'est pas parce que j'appartiens à aucun parti que je n'ai pas le droit à la parole, là. Mais bon, c'est une boutade. Vous êtes une citoyenne, mais vous soutenez Emmanuel Macron. il faut Je le dire. soutiens la candidature future, j'espère, de M. Macron. Effectivement, ce que Ça je voulais sera dire, le sujet oui, suivant. vous êtes la preuve vivante de quelque chose que nous avons toujours essayé de défendre. C'est l'intelligence collective. Vous êtes intelligente, vous êtes intelligente, vous êtes intelligent, mais vous n'avez pas toute l'intelligence. Et si un jour, vous voyez, notamment pour les partis de gauche, si on prenait des idées chez M. Mélenchon, chez Mme Taubira, chez Mme Hidalgo, parce qu'il y a quelque chose à laquelle je crois beaucoup, effectivement, dans beaucoup de candidats. Ce qui prime d'abord, c'est l'ego. Et je suis de ceux qui disent, aussi bien pour Mme Pécresse que pour Mme Hidalgo, si elles avaient attendu 2027, elles avaient toutes les chances de gagner. Parce que tout va leur sourire dans les années prochaines. Mais alors, si tout va Carlos bien. Suarez, je vais vous poser une question que je voulais poser à Minsa, mais c'est votre réponse. Donc je vais parler en son nom. Non, vous parlerez en votre nom et qu'en votre nom. Mais Malik parlait des obsèques de la gauche, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut un renouvellement de ce paysage à gauche avec des nouveaux visages, comme celui de Sabrina, comme celui d'Amine, comme celui de Soumia? Il faut surtout une révision totale de la politique. Est-ce qu'aujourd'hui, que veut dire être de gauche? Que veut dire être de droite? Est-ce que je suis forcément que de droite ou que de gauche? Ou que du milieu? Ah, c'est le fameux en même temps, ça y est, on y arrive. Merci Malik. Il fallait attendre quelques minutes Merci Malik. pour y Non, arriver. mais nous avons des exemples. Juste si vous donnez 30 secondes. Alors, 30 secondes. 30 secondes. Très Je vais vous rapidement. donner un exemple. Oui. Je suis d'origine portugaise. Nous avons eu des élections dernièrement. La droite a souvent été très forte au Portugal. Et lors de la législature précédente, qu'est-ce qu'il a fait le Premier ministre, enfin, le candidat? Il s'est dit, je vais essayer de m'entendre avec les écologistes, je vais essayer de m'entendre avec les communistes, etc., pour faire une majorité. Et c'est ce qu'ils ont fait. Sauf que là, comme en France, l'ego revient, l'autre qui était au Le Parti fameux communiste... tout à l'ego. Hein, c'est ce que vous disiez, hein, oui, c'est presque ça, mais bon, on est tous perdants. Apprenons à nous écouter, là c'est très bien ce débat ce soir, il est respectueux, et je vous remercie toutes et tous, hein, mais c'est là-dessus surtout, pourquoi ne peut-on se mettre autour d'une table un jour et dire, vous savez, j'avais proposé aussi, quand je me suis Mais on restera sur cette non, question. juste Carlos. une seconde, parce que c'est quelque chose à laquelle je crois aussi beaucoup, vous savez, quand je me suis présenté aux élections municipales, je m'étais engagé, si je gagnais, il y avait 2 listes en face de moi, de prendre un élu de chaque liste qui devienne adjoint au maire. Vous voyez? Parce que c'est l'intelligence collective qui compte. Et par-dessus tout, qu'est-ce qu'il faut que nous aimions? Qu'est-ce qu'il faut que nous aimions quand nous nous présentons à des élections où nous votons? C'est la France. Uniquement la France. Je n'ai rien à fiche de monsieur, pardon, de le dire comme ça, monsieur Mélenchon. Non, c'est comment va-t-il défendre mon pays? C'est ça qui compte avant tout. On passe au sujet suivant. Merci à vous, Carlos Suarez. Emmanuel Macron, toujours pas candidat. La vidéo. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron, lui, n'est toujours pas entré dans cette bataille de la présidentielle. Mais sa déclaration de candidature est peut-être imminente, car en coulisses, tout est prêt pour lancer la campagne. Paul Barcelone. De l'argent, des parrainages d'élus locaux, une équipe presque au complet et désormais des stratèges qui rêvent tout haut d'une campagne positive. Macron, je le vois bien prendre son Falcon et aller négocier avec Poutine, anticipe l'un d'eux. En face, les adversaires ne feront pas le poids. Mais le président ne cherche pas qu'à tirer profit de sa stature internationale. Des conseillers ont aussi en point de mire la fin du port du masque en intérieur à la mi-mars. Ça relancerait la campagne, preuve que la crise a été bien gérée, savoure un fidèle du président. Si sa candidature est une évidence et que les sondages lui sont plutôt favorables. Gare toutefois à l'excès de triomphalisme. Ne tirons pas de plan sur la comète, il peut se passer tellement de choses, avertit un ministre. Un macroniste historique confirme « Je sens une détestation de Macron, mais pas à la hauteur du rejet de Sarkozy ». Alors sur ce sujet, l'équipe d'Emmanuel Macron met en cause un agenda trop chargé qui fait qu'Emmanuel Macron ne sera pas candidat à la présidentielle avant le 19 février prochain. Vous y croyez, Sabrina ? Moi, ce que je crois, c'est qu'il souhaite rentrer en campagne le plus tard possible pour en dire le moins possible. Mais bon, c'est un peu facile. Hein. Il a déjà dit qu'il ne souhaitait pas, en tout cas son entourage a dit qu'il ne souhaitait pas participer au débat du premier tour.
Je pense que c'est pas correct. Les Françaises et les Français l'attendent sur son bilan. Alors les présidents précédents n'avaient pas participé également. Non mais je comprends bien, mais aujourd'hui nous sommes dans une situation un peu différente avec cette crise sanitaire qui nous est tombée dessus. Il y avait aussi la télé à l'époque. Oui, et puis surtout que c'est le président de l'Union européenne, je vous le rappelle, depuis maintenant un mois. Il aurait pu très bien décaler cette présidence. Il aurait très bien pu se consacrer donc uniquement à la France et du coup à cette campagne présidentielle. Il a fait le choix d'accepter en fait de ne pas décaler cette présidence de l'Union européenne. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça lui sert finalement, puisque effectivement l'agenda est très complet, puisqu'ils avaient prévu plus de 400 événements sur cette présidence de l'Union européenne. Bon, à un moment donné, je pense que emmerder les Français, c'est pas si bien que ça finalement. Maliki et tout. Alors, emmerder les non-vaccinés. Non, mais il faut être précis sur quand on veut reprendre une citation du président de la République. Moi pour le coup, je suis très à l'aise quand j'observe Emmanuel Macron. Je me dis que c'est plutôt, il a tout à fait raison de rentrer très tard dans la campagne présidentielle. Si on est des politiciens, on fait de la politique. Nous ne nous cachons pas derrière des vertus de démocrates. Il fait de la politique. Il y a des enjeux internationaux, vous les avez rappelés, l'Ukraine, Vladimir Poutine, c'est des sujets qui sont très sérieux et sur lesquels il faut demander aussi beaucoup de concentration. Je ne m'imagine pas le président de la République aller voir Vladimir Poutine, revenir, faire un meeting, repartir, aller voir le président de l'Ukraine, revenir, faire un meeting, ou aller descendre et faire campagne avec Jean Lassalle ou Asselineau pour débattre d'un premier tour sur l'élection présidentielle. Donc, que le président démarre très tard dans la campagne, c'est quelque chose de logique. Je vous assure que si demain Jean-Luc Mélenchon était élu président de la République, ce que je ne souhaite pas, mais évidemment c'est... Une 6e République, ce ne sera pas du tout la même chose. Il est possible que lui-même décide de partir très tard dans la campagne parce qu'il aura l'État à gérer. Donc que le président parte. En plus, au-delà de ça, les institutions de sondage sont très favorables au président de la République sur le premier tour. Donc franchement, il n'a aucune raison de descendre dans l'arène et d'aller combattre. La deuxième des choses, c'est de dire que, pour le coup, concernant la République En Marche, le gouvernement est un peu en stand-by. Et je pense que le président de la République va se présenter après les plénières, c'est-à-dire après que l'Assemblée nationale ait terminé un petit peu tous les rapports parlementaires. Et je crois que c'est à partir de là qu'il va vouloir s'engager un petit peu dans la campagne électorale. Mais au-delà de ça, ça ne peut pas freiner les candidats à avoir des débats, à s'organiser, à faire des propositions. Et puis je vais vous dire une chose, c'est peut-être même un tort du président de la République, parce que tant qu'il n'est pas dans le débat, on peut continuer à le critiquer, on peut continuer à critiquer sa politique, son bilan. Donc je crois que pour l'instant, sa stratégie pour lui est la bonne. Je ne suis pas sûr qu'elle soit ultra favorable pour les Français, pour le débat, pour la démocratie, mais bon, c'est son choix, il n'y a rien d'autre à commenter. Il se présentera quand il souhaitera se présenter à l'élection présidentielle. Aminsa, il y a une stratégie derrière tout ça? Oui, évidemment qu'il y a une stratégie. D'abord, comme vient de le dire Malik, il n'a aucun intérêt à descendre dans l'arène à ce stade. Il bouge quasiment pas dans les sondages. Alors on verra la réalité de la situation, mais il bouge pas dans les sondages. Et donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il peut aussi continuer de s'exprimer en tant que chef de l'État, distiller un certain nombre de propositions, parce que notamment tout ce qui se passe sur la question européenne avec la présidence de l'Europe, tout ce qui est en train de se discuter là, en tout cas, toutes les propositions qui sont... Il aurait dû ne pas prendre cette présidence tournante. Moi, je pense qu'il n'aurait pas dû prendre cette présidence. Il y avait la possibilité de la décaler. Bon, il a choisi de le faire. C'était aussi son droit de le faire. Mais non, parce que je pense qu'il est président de la France. Il n'est pas candidat pour l'instant. Je dis pas. Il est président. Il y a une présidence qui se présente. Il joue le jeu de la démocratie. Je ne dis pas qu'il n'avait pas le droit de le faire. Je dis qu'il avait le droit de le faire. Mais je dis que dans un contexte comme celui-là, on l'a vu auparavant, des chefs d'État ont renoncé à la présidence quand ils étaient dans une période comme celle-là. Et donc, des chefs d'État français ont renoncé. Non, pas en France, mais dans d'autres pays. Aucun chef d'État français a renoncé à la présidence. Dans d'autres pays européens, c'était le cas. Il y a possibilité de la décaler, etc. Bon, bref, ça c'était la première chose. Et donc, finalement, tout ce qui est discuté là sur la question européenne, il n'y a rien de concret. Ça ne sert que de tribune à Emmanuel Macron. Et donc, il l'a très bien compris. Donc, plus il entrera tard et plus il évitera les couacs, les erreurs notamment qui pourraient le déstabiliser dans les sondages. Et puis, il y a aussi, et on l'a vu dans le sujet que vous avez diffusé, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre d'annonces qui vont arriver avec la fin de la crise sanitaire sur la fin du masque en extérieur, sur les jauges, etc. Et donc tout ça, ça va être des annonces positives
dont le chef de l'État va pouvoir, sur lesquels va pouvoir communiquer, et donc ça va le renforcer dans cette élection. Donc oui, moi je serai dans sa position. J'ai aucun intérêt à aller tout de suite me déclarer. Par ailleurs, la course au parrainage est encore en cours, donc la liste sera bouclée que tout début mars. Donc je pense que c'est vraiment là, quand on saura quels sont les candidats sélectionnés pour candidater, que la vraie course commencera. Par ailleurs, on le voit même dans l'espace médiatique, il y a très peu de débats. Il y a des émissions qui invitent des candidats à venir présenter leur projet, mais il n'y a pas de débat contradictoire télévisuel aujourd'hui. On a eu Mélenchon face à Mélenchon, Zemmour. On a eu Oui, des mais débats ça reste quand quand même même marginal. intéressants. Et par ailleurs, c'est les seuls qui ont accepté. Et à part Zemmour et Mélenchon, enfin tous les autres ne se confrontent pas à ce stade. Que Non. ce soit Valérie Il Pécresse. n'y a aucun intérêt Vincent- sur le plan politique pour l'instant de le faire. Sur l'instant, oui, voilà. Est-ce qu'il D'accord. craint justement quelque chose, Emmanuel Macron, à tarder de présenter sa candidature? Non, je pense qu'il ne craint rien du tout, dans la mesure, comme le disait Amine, plus il tardera, plus il bénéficiera de son statut. Mais est-ce qu'il fait déjà campagne? Pour moi, C'est- oui, c'est le ouvertement, reproche bien qu'on sûr, fait. bien sûr. Sans À moins ouverture des d'être, comptes de campagne, hein. à moins d'être aveugle et sourd et de ne rien voir et de ne rien Je entendre. me souviens. Bien sûr qu'il fait déjà campagne, on le voit. Il faut pas se cacher les choses, notamment. Mais ce qui est normal. Non, à mon sens, ce n'est pas normal. Voilà. Voilà. Les maires en Ouais. exercice, on peut leur reprocher pendant 6 ans de faire campagne. Mais oui. Oui, mais si ce n'est que là, les élections, c'est bientôt, c'est demain. Il nous reste quoi, 2 mois. Et Vous avez hâte qu'il entre dans l'arène politique? hâte, non. La Non. comparaison avec les Non. maires, elle n'est pas Non, tout à parce fait, qu'il va pas- bonne. Pas juste. pareil. Alors, Elle non. n'est pas juste. alors, Elle n'est pas juste parce que les règles ne sont pas exactement les mêmes. Quand on est un président en exercice, évidemment, c'est pas le même débat. Quand on est un élu local, maire ou peu importe, on est très surveillé. Enfin, quand on rentre dans la limité. période de réserve à l'approche d'une élection, on fait très attention aux déplacements, on fait très attention aux dépenses, on fait très attention aux prêts de salle, etc. Enfin, c'est très Mais Amine, concernant méthodique. concernant le Ce qui n'est pas le cas pour le président de la Il n'y a République. pas de règle. Oui, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de Et règle donc, établie. Donc, comme il n'y a pas de règle C'est pour ça qu'il établie, faut passer une Bien 6e sûr, République. ou peut-être mettre une règle. Pour le coup. Enfin, par ailleurs, on sait enfin, il y a le pas. CSA qui veille au moins sur le franchement, sur le c'est travail. pas Ouais, exceptionnel. Mais vous ça, ne pouvez pas reprocher au président de la République de respecter la loi. Mais c'est pas exceptionnel, Il- franchement. il- Pourquoi il est au-dessus des lois? C'était le cas avec Non, les vous autres ne pouvez présidents de la pas, vous République. n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Vous ne pouvez pas empêcher le président de la République de respecter respecter. la loi. Je vais dire d'être au-dessus des lois. Et en plus, il ne transgresse pas la loi. Ce qui serait intéressant dans ces cas-là, c'est qu'on puisse, pour le coup, réfléchir et faire un projet de loi pour que le président de la République, à 6 mois des élections présidentielles, puisse soit se présenter, soit Tout se à retirer. fait. Et là, pour le coup, on aurait un éclaircissement sur Par ailleurs, l'activité parlementaire Alors- devrait s'arrêter bien plus tôt. Mais il attend. Alors, moi, j'ai une source Ça, c'est un problème. d'un ami sénateur qui est très proche du président de la République, qui se présentera juste après la fin des activités parlementaires. Bon. Carlos C'est une Soares, information comme ça. justement, les militants de la majorité présidentielle, pour le coup, aujourd'hui, se présentent dans les marchés, mais pour parler de quoi au final? Alors, Pas de la candidature Nous d'Emmanuel sommes Macron. quand même en train. Alors, j'aime bien aussi. Tout à l'heure, vous nous avez fait écouter, en attendant, écouter de la musique qui était presque religieuse. J'ai vu citer. Donc, c'est la Ben, on va période- vous écouter religieusement. Ah, merci. Et laïquement aussi. Oui, surtout. Et surtout, vous savez, c'est l'histoire de la paille et de la poutre. Toujours le même truc. Alors, j'entends les Dans l'œil. critiques. Nous sommes en train de parler du président de la République française, d'un pays de presque 70 millions d'habitants. Mais on ne parle pas du 65. candidat? Mais pourquoi parler du candidat aujourd'hui? Vous savez, j'entends mes amis de la France Insoumise qui disent oui, mais il fait ça aux frais de la France. Mais tous, vous faites campagne aux frais de la France du moment que vous dépassez 5%. Vous serez tous remboursés, nom d'un chien. La comparaison. Ah non, attendez. Sauf que Non, là, c'est ça. Non, attendez. on va dire au président de la République. Non, 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 là, là, vous ça va vous être loupez, mal. vous Là, vous on prenez, s'entend là. bleu. On va laisser Carlos Soares terminer. Mais Carlos, il déclenche les. On Donc, était. Mais on l'écoute Nous venons religieusement. à M. Mitterrand, Laïquement. dont M. Mélenchon a été ministre. Nous en venons à M. Chirac, à M. Sarkozy. Alors, j'entends encore, alors j'ai pas le grand mémoire, mais j'ai revu des images, Madame Pécresse Oui. dire justement, quand M. Sarkozy ne s'était pas présenté, mais c'est normal, il est président de la République française. Oui. En attendant à ce qu'il ne vaut pas mieux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, ça veut dire que les autres candidats n'attendent que Macron pour faire campagne. C'est bien triste. C'est bien triste. Et puis la comparaison, Amine, parce que ça m'a fait un petit peu titiller avec les maires, les élections municipales devraient avoir lieu tous les 4 ans.
C'est une boutade et je vais vous dire pourquoi. Parce que 6 mois avant, on aurait tous des nouvelles routes, on aurait tous des nouveaux éclairages et ce serait merveilleux. Hein, et ça, sincèrement, vous avez raison quand vous dites, il ne faut pas trop comparer. Mais quand vous voyez vous savez, les magazines qui sont publiés par les mairies tous les mois ou tous les 2 mois, ils ne font pas campagne, non? Mais c'est là qu'ils disent on va faire la route Tartmuche, on va faire machin, etc. C'est exactement la même chose. Ça pose question aussi, le magazine de la ville. Et je suis tout à fait d'accord, ce serait un autre débat. C'est un support de communication pour le maire. Qui est traité comme de la propagande. Tout à fait. Et là, même à cette saison-ci, puisque comme les maires ne sont pas contraints, il faut lire leur édito, hein, vous comprenez tout. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que le président de la République, on est la 6e, 7e puissance du monde, on va laisser pendant 6 mois se débrouiller tout seul. Vous savez, c'est comme je vois ces pancartes, monsieur le ministre, un tel, Dupont, etc., démission à 2 mois des prochaines élections. Non, mais ça leur rapporte quoi? On a quand même un gouvernement, un Premier ministre. C'est-à-dire que si le président se lançait dans la campagne, ça serait pas trop grave non plus. Hein. Le pays continuera à être géré. Qu'est-ce qu'on dit? Pas s'inquiéter non plus. Oui, non, mais vous avez raison. Oui, mais qu'est-ce qu'on dirait? Monsieur le Premier ministre, monsieur le Premier ministre, qui est Premier ministre de monsieur... il gouverne le pays, sa constitution. Il fait campagne, indirectement fait campagne. Les Belges ont réussi pendant 2 ans à être... Sans gouvernement. Sans gouvernement, sur les Belges, mais nous ne sommes pas les Belges. Nous n'avons pas de roi. On n'est pas forcément meilleurs. Non, vous savez, comparaison n'est pas raison, déjà d'une. Mais simplement, encore une fois... Moi, je comprends la stratégie du président sur la politique. Pour répondre sur la présidence européenne, il y a eu juste 2 chefs de gouvernement, parce que dans les autres pays, ce ne sont pas les présidents de la République qui... C'est peut-être pour ça que vous promouvez une 6e République. Si on n'avait passé le tour, d'abord c'est très compliqué de passer son tour, et nous n'aurions pris la présidence de l'Europe que dans 13 ans. Non, on peut décaler, on peut... Oui, tout à fait. Les autres pays... Attends, non, parce que vont dire nos partenaires? Vous savez, c'est toujours la même histoire. Il y a eu des pays qui ont renoncé, parce ce sont des pays intelligents, qui à un moment ne se sentaient pas en capacité de présider l'Europe. Donc ils ont décalé. Il y a un événement géopolitique. Poutine est très énervé. Il y a une situation avec l'Ukraine qui est très importante. Non, mais c'est un enjeu majeur parce que nous, on le dit de manière totalement légère. Vous avez entièrement raison. Mais ce qui se passe à l'est du monde doit nous inquiéter. Non, mais force est de constater qu'Emmanuel Macron n'est pas l'homme de la situation aujourd'hui. Et puis, là, franchement, là, c'est pas juste un point de vue. Ça a été prouvé juste pendant son... Par ailleurs, l'Europe politique, elle existe pas vraiment. Et je vais vous donner la parole. C'était pas le sujet d'aujourd'hui. Moscou. Mais juste, je vais finir parce que pour vous répondre aussi. C'est-à-dire que, quelque part, pardon de le dire comme ça, je suis prêt à tout entendre. Non, mais pour ceux qui nous entendent, moi j'ai jamais fait de média training, etc. Donc je parle comme je suis. Moi non plus. On vous demande de parler. Bienvenue au club. C'est-à-dire que le fait que demain, par exemple, le président de la République annonce qu'il n'y aura plus de masques à l'extérieur, ça va faire changer la vie des Français. Et c'est pas une insulte aux Français. Ils n'attendent que ça, les Français, pour voter pour le candidat. C'est pas ce que je dis. À 10 jours du premier tour. Ce que je dis, c'est que... Je cite cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Quand vous avez des annonces pendant plusieurs jours positives, parce que tout le monde a envie d'enlever ce masque, il faut se le dire. Et donc, évidemment, ça va avoir un effet positif dans l'opinion. Tout à fait. Donc il y a un coup politique derrière chaque décision. Bien sûr qu'il y a un coup politique. Le pass vaccinal, le masque. Bien sûr, il faut se le dire. Ça s'est passé partout dans les autres pays d'Europe. Et puis attendre aussi la baisse des contaminations aussi. Il y a un calendrier. Clairement, ça lui permet quand même d'être au-dessus de la mêlée. C'est dur pour les femmes. Moi, je vais vous dire, je ne fais plus aucune confiance à ce gouvernement. Aucune confiance. Depuis le début de la crise, ils nous ont menti, ils nous ont trahis, bref, peu importe. Donc aujourd'hui, qu'on nous annonce des effets d'annonce positives, eh bien, ça va leur servir, soit, mais que les Françaises et les Français, il ne faut pas qu'ils se méprennent, parce que toutes ces mesures restrictives, eh bien, elles vont revenir de toute façon après les élections. Moi, j'en suis persuadée, parce que quand on fait voter des lois, comme il y a des lois qui ont été votées comme ça, liberticides, ce n'est pas un gouvernement qui prône la liberté, c'est plutôt l'inverse, c'est vraiment liberticide. Donc moi, je n'ai aucune confiance en ce gouvernement et j'espère que les Françaises et les Français ne se tromperont pas quand ils verront toutes ces annonces se lever, enfin toutes ces restrictions qui vont se lever les unes après les autres à 10 jours du premier tour. Oui, il y a quelque chose qui est... Pardon, il y a un mot, juste un mot qui est... je vais pas faire une histoire là-dessus, c'est liberticide, quoi.
C'est-à-dire, comme ceux qui C'est un nom qui vous choque? Écoutez, ça me 5 choque. ans quand même, 5 ans. Ça- Vous voulez que je vous énumère les déjà faits le fait C'est le qu'aujourd'hui on principe du dit quinquennat, 5 ans. Ne rugissez pas, liberticide. calmez-vous. Vous voulez que je vous énumère les faits des Gilets jaunes à aujourd'hui? Vous voulez que je vous énumère les faits? Vraiment? Mais, Vous attendez, êtes sûr? non, On mais pourrait bien sûr. parler de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande. Non, mais ça Monsieur- fait 40 ans que ça Monsieur dure. Hein. Ça fait Monsieur 40 ans que ça Mais, dure. mais Malik Yetou, Ça moi, fait moi, j'ai 40 une ans question que ça dure. justement par rapport à cette question, à savoir le fait qu'Emmanuel Macron soit toujours pas candidat. Nicolas Sarkozy qui a été battu par François Hollande, pour le coup, lui aussi a tardé. Est-ce Ouais. que ça lui a pas causé préjudice? Si, mais alors. Et est-ce que ça ne risque pas d'arriver? on refait le match, mais évidemment que. Alors, il a tardé, il est quand même arrivé au deuxième tour de l'élection présidentielle. Oui. Hein, ça s'est joué à serré au dernier moment. Ça s'est jamais vu qu'un président ne soit pas au deuxième tour Non, d'une élection présidentielle. Eh ben, c'est pas sûr que ça puisse pas se reproduire ou que. Alors, évidemment, il y a des instituts de sondage, tout le monde fait confiance religieusement et laïquement pour le coup, pour ma collègue ici présente, aux instituts de sondage, mais il est possible que plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que les présidents de la République, au premier tour, baissent de plus en plus en termes de score. Donc, ce qui va se produire là, c'est que le président Macron, il est dans son jeu politique. Nicolas Sarkozy, lui, s'est présenté très tard, mais bon, il arrive au deuxième tour. Macron, il a un bilan. Il a un vrai bilan. Et pour le coup, elle a rappelé les gilets jaunes. Je sais que c'est pas très agréable pour vous. Elle a rappelé aussi la crise sanitaire et la gestion de cette crise sanitaire de manière un peu liberticide. Alors, on aura peut-être des La désaccords. crise sanitaire, c'est pas lui qui l'a choisi, comme la crise des Non, mais on subprimes. n'a pas Non, mais tous la fait Nicolas gestion- Sarkozy. la gestion de la Non, mais crise la gestion de la sanitaire. crise est tombée sur sanitaire, Nicolas c'est lui qui l'a Sarkozy. choisi. Non, On mais n'a la pas gestion choisi. de la crise sanitaire. Mon cher On Abdeslam, s'écoute. on n'a pas tous fait les mêmes choix face à cette crise sanitaire. Oui. Non, je me l'Australie, elle a été pendant 2 ans confinée. Je me souviens, oui, mais c'est peut-être pas le bon exemple. Il y a d'autres exemples. Hein. Vous savez, il y a la Finlande, des pays du Nord qui, eux, n'ont pas été La spécialement Suède, confinés. La Suède. Regardez les Et- Pays-Bas, regardez l'Allemagne, la Suède qui est revenue en Et arrière moi, après. je veux bien refaire le match. On revient sur Emmanuel Macron, qui Voilà, n'est toujours pas exact. candidat. Voilà, s'il je vous veux plaît. bien refaire le match sur les gilets jaunes, mais je dis simplement qu'il a un bilan. Et de ce fait, il attend le dernier moment pour pouvoir se confronter à ces candidats qui, eux, l'attendent sur son bilan. Ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça que la stratégie du président de la République, et je l'ai dit tout à l'heure, et je pense que n'importe quel président de la République dans cette situation aurait attendu le dernier moment pour pouvoir se lancer en campagne. C'est de la politique, on fait de la politique ici. Tous ici présents, on sait ce que c'est écrire d'un tract, de se positionner, d'attendre au dernier moment, la communication. Donc il joue le jeu. Ses conseillers aussi jouent le jeu. Bon, bah, écoutez, moi ça me choque pas. Personnellement, ça me choque pas. Mais au moment où il va descendre dans l'arène, je pense qu'il va y avoir de l'affrontement. Soumi Alpha, on ne vous a pas beaucoup entendu sur ce sujet. Je vous laisse la parole et c'est vous qui conclurez sur ce sujet. Alors que vous dire ce qu'on disait tout à l'heure, tout simplement. Il faudrait peut-être songer à mettre en place une loi qui imposerait au président actuel de déclarer ou non sa candidature à sa réélection. Parce que dire attendre jusqu'au dernier moment pour se déclarer, je pense que utiliser les deniers de l'État pour mener sa campagne électorale est juste C'est une piste à suivre. une honte totale pour moi. Très bien. Passons au sujet suivant. La droite républicaine a-t-elle perdu sa boussole? Encore faut-il qu'elle en ait Ah, une. ben alors, Malik. On va passer un bon moment. Tout de suite la vidéo. Je déplore la disparition de la droite républicaine, mais au sens, si vous voulez, apaisé. Hein. J'ai presque envie de leur dire la République bourgeoise, quoi, celle de la Troisième République. C'est-à-dire des gens qui défendent ardemment les principes républicains, mais bon, qui vont pas dans l'excès comme ça. Des ouvriers, des employés qui votaient à droite. Moi, qui j'ai ont connu ça. beaucoup- Mais bien sûr. Bon, et qui ont qui beaucoup étaient, il y avait voté beaucoup de par gens droite. qui étaient autrefois dans la démocratie chrétienne, qui se Oui. reconnaissaient dans le RPR ensuite. Bon, maintenant, c'est plus ça. C'est un discours hargneux. Alors, je pense que leur destin promis, maintenant, c'est de se faire dépouiller d'un côté par l'extrême droite et de l'autre côté par M. Macron, qui incarne une droite aux yeux des gens de droite que je peux connaître, plus civilisés. Parce que les gens de droite que je connais, figurez-vous, je me connais. Certains sont même des amis personnels. Bon, ça les Et horrifie. vote hein. Macron. Bah Et vote oui, Emmanuel bah Macron. oui, ça les horrifie, un truc pareil. Amin Saha, la droite a-t-elle perdu sa boussole? Je ne sais pas si elle a perdu sa boussole, en tout cas elle a perdu le cap surtout. D'abord sur le fond, qu'est-ce que c'est que la droite? Il faut qu'ils se reposent la question, quelles sont les valeurs qui sont défendues par la droite? La question de la famille, la question de la réussite, le positionnement économique. Est-ce que la droite est libérale aujourd'hui ou pas? Ils ont oublié leurs fondamentaux. On s'y retrouve plus vraiment. Est-ce que sur les questions sociétales, culturelles, est-ce qu'elle est plutôt conservatrice ou est-ce qu'elle va plus loin que ce qu'on pourrait imaginer?
Enfin bref, voilà. Et puis aujourd'hui, la situation politique ne l'aide pas trop, puisqu'elle est quand même prise en étau à la fois entre le en même temps d'Emmanuel Macron, et puis de l'autre côté, les extrêmes quand même qui prennent de plus en plus de place, notamment sur ces questions culturelles et sociétales, sur lesquelles jusqu'ici la droite était rarement très embêtée, puisqu'elle était quand même dans une espèce d'assise conservatrice qui lui permettait de défendre la famille, de défendre toutes ces idées-là, sans se préoccuper du reste. Et donc aujourd'hui, oui, force est de constater que la droite, elle est un tout petit peu en difficulté. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais pour le pays, mais j'ai envie de dire que les recompositions qui s'opèrent de droite à droite comme à gauche, elles ont, elles ont vocation à, au final stabiliser la situation. On l'a vu par le passé, ça a déjà été le cas. Aujourd'hui, on est dans cette période-là. Il faut patienter encore un petit peu. Sabrina Nouri, la droite républicaine a cédé face à la droite populiste et extrémiste, j'ai envie de dire. Non, mais je pense que leur stratégie, parce que c'est de ça dont il s'agit sur cette présidentielle, Madame Pécresse a fait le choix d'aller essayer de récupérer les voix de l'extrême droite. Elle court après Zemmour. Donc elle court après Marine Le Pen, elle court après Zemmour, elle court après tout ce qu'elle peut finalement. Et puis on voit bien que dans son propre camp, cette opération n'est pas acceptée de tous. Hein. Je prends comme exemple Rachida Dati qui remet au centre du sujet sur sa propre campagne l'histoire des quartiers populaires, l'histoire des familles. Elle ne parle pas aux quartiers populaires, elle ne parle pas aux familles. Donc forcément, il y a un problème chez eux. Donc oui, elle va dans une stratégie de... On essaye de récupérer, de ratisser à droite, et le problème, c'est qu'il y a des dérives. C'est soit on s'aligne sur les propositions d'extrême droite, soit on y va carrément au-dessus. Donc, à un moment donné, je pense que les gens qui sont à droite, des gens qui prônent le gaullisme social, etc., ne se retrouvent pas dans cette politique et malheureusement, s'écartent de Valérie Pécresse et vont plutôt sur un Macron. Maintenant... ce qu'il faut, je pense, c'est revenir aux fondamentaux pour la droite, pour qu'elle puisse pas disparaître comme vous le dites pour la gauche, mais en tout cas, on voit bien que des soutiens de taille chez les Républicains commencent finalement à s'évaporer et aller chez Macron ou comme là on l'a vu à Calais, elle donne son soutien à Emmanuel Macron et puis son directeur de cabinet va chez Zemmour. Enfin bref, vraiment là ça commence à être très inquiétant. Et je rajoute que Nicolas Sarkozy avait fait exactement la même chose à sa dernière élection et il a perdu. Enfin, il avait gagné la première où il avait pris Bernard Kouchner comme ministre. Non, mais il a gagné la première en faisant l'ouverture. La première a été une campagne, non mais il faut bien lui reconnaître. Non mais il faut bien lui reconnaître. Sur les conseils de certains... Patrick Buisson, voilà, par exemple. Il a été chassé sur les terres de l'extrême droite et on voit le résultat que ça a donné. Donc la droite gaulliste, la droite républicaine centriste aujourd'hui, elle est quand même plutôt représentée par Emmanuel Macron. Et donc, dans ce paysage-là, la droite classique représentée par le Parti républicain peine quand même à trouver sa place. Malik Yetou, on a des prises de guerre comme Éric Woerth, oui. Guillaume Pelletier. C'est pas une grosse prise de guerre non plus, mais oui. Guillaume Pelletier non plus aussi. Mais il est quand même... Mais alors, je vais essayer d'éviter de faire de la langue de bois comme mes collègues tout à l'heure l'ont fait concernant la gauche. C'est pas gentil. Nous vous écoutons. On y met vraiment du cœur, alors la langue de bois. Allez au bout de votre propos. Je pense que vous étiez habitué à être entouré de personnes qui appliquent la langue de bois, mais concernant Sabrina, Amine et moi, on va laisser finir Malik Yetou et vous aurez votre temps. Tout à l'heure, vous m'avez reproché de vous avoir coupé la parole. Je vois que cet exercice, vous êtes aussi confort. Bon, juste sur la droite. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. De mes deux partenaires de gauche. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Il faut que la droite se repositionne et qu'elle fasse un vrai travail sur... Qu'elle retrouve les fondamentaux. Qu'elle retrouve évidemment les fondamentaux, qu'elle mette une véritable frontière avec les Zemmour et Marine Le Pen, qui n'aillent pas chercher à aller chasser sur des terres, mais qu'ils essayent d'aller convaincre. Parce que, vous savez, nos compatriotes qui vont souvent se réfugier chez Zemmour ou Marine Le Pen sont souvent des compatriotes qui sont totalement désabusés. Et je peux vous assurer que certains même basculent des fois entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.
Et de ce fait, ce sont des... Non mais c'est des vraies études qui ont été faites sur les statistiques, Oui, c'est-à-dire que historiquement, ils arrivent à convaincre le même électorat à des moments donnés, parce que ce sont des gens qui souffrent, qui sont dans des campagnes, qui ont été des fois désindustrialisés, excusez-moi du terme, et de ce fait, ces gens-là se sont retrouvés sur des candidats qui leur parlaient directement. Donc la droite n'est plus populaire, l'UMP n'est plus populaire, la droite n'est plus populaire. Donc la droite doit véritablement faire un travail, retoucher ses quartiers populaires, rediscuter avec nos citoyens, les gilets jaunes. Pour les quartiers populaires, il faut ressortir le Karcher. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Je vais vous dire, alors je vais être très clair avec vous. Non, mais c'est une stratégie. Voilà, exactement. Loupé, je vais être très clair avec ce discours. Moi, sur les quartiers populaires, j'ai toujours utilisé des termes très mesurés. C'est-à-dire que, Abdeslam, tu me connais, j'étais ancien fonctionnaire de police. J'ai toujours dit qu'il fallait avoir une fermeté sans faille avec les délinquants et qu'il fallait tendre la main à ceux qui veulent s'en sortir et qu'il fallait qu'il y ait une égalité pour tous, stricto sensu, une vraie égalité sur l'éducation, sur le social, une vraie égalité. Maintenant, ces slogans-là, je vais sortir le Karcher qu'ils ont mis dans la cape, je trouve ça nul. Voilà, je le dis comme je le pense. Je n'adhère pas à ce genre de discours, mais nous avons... je veux dire, nous avons un merveilleux exemple de la gauche. Si demain la droite est amenée à disparaître, c'est parce que la droite va se perdre. Jean-Luc Mélenchon a raison, on est tiraillé par les deux. On est tiraillé par le camp d'Emmanuel Macron qui arrive à convaincre sur le plan économique nos adhérents. Emmanuel Macron prend les plus raisonnables pour le coup. Je ne sais pas s'il prend les plus raisonnables, mais je pense qu'il arrive à Édouard convaincre... Philippe, plutôt jupéiste. Mais moi, je me reconnais dans le jupéiste. Même Juppé était dans le gouvernement de Nicolas... Enfin, était, pour le coup, dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Voilà, donc, je pense qu'il y a une possibilité d'entente. Ce qui nous a fait énormément de mal, c'est qu'à un moment donné, on s'est laissé submerger par les identitaires. On n'a pas été très vigilant, on n'a pas été assez prudent sur les histoires du mariage pour tous, sur les questions d'immigration, sur les questions d'islam, sur les questions de laïcité. On a été débordés et je vais vous dire une chose, la gauche va être aussi également débordée. Parce que je pense qu'il y a des partis de gauche qui se revendiquent d'être des laïcs, ce qu'on peut appeler les fameux laïcards, qui aussi sont en train de faire déborder la gauche sur ces questions-là pour les insulter d'islamo-gauchistes. Ce sont des gens de gauche qui insultent le clan Mélenchon ou d'autres clans d'islamo-gauchistes. Donc, et des fois la droite aussi. Donc je dis simplement je souscris à ce qui est dit là. Je dis simplement qu'il faut rester très vigilant. La droite, si elle doit continuer à exister, et c'est pour cela que moi j'en voulais à Emmanuel Macron d'avoir cassé un petit peu ses frontières. De dire que en même temps, c'était désastreux pour notre démocratie. Il faut qu'il y ait des clans, il faut qu'il y ait la gauche, il faut qu'il y ait la droite, il faut qu'on ait des valeurs, il faut qu'on puisse échanger, discuter sur des questions sociales, il faut qu'on puisse s'affronter sur des idées et qu'on puisse proposer ça aux Français. Et le seul arbitre entre vous et nous, ce sont les Français. Tout à fait. Le seul. Carlos Soares, sur cette droite républicaine. Alors, deux choses. Je m'aperçois que, en fait, la politique, c'est des cycles. Si on se souvient bien, alors j'ai plus la date, il y a quelques années en arrière, quand M. Sarkozy avait pris la tête pour se présenter aux élections européennes, il avait pris une raclée comme c'est pas possible. Ça n'a pas empêché quelques années après de devenir président de la République. Pour parler de votre candidate, moi je crois que Mme Pécresse a été prise en otage. Cette dame, d'abord, on a parlé, je vais vous parler, elle n'aurait pas dû se présenter là. Alors c'est pas ma candidate, je ne le soutiens pas directement. Bon, la candidate la de la droite. La candidate des Républicains. Voilà. Donc elle a été prise en otage parce qu'au moment où elle voulait tellement se présenter et avoir des soutiens, d'abord elle a quitté Libre pour venir donc, chez les Républicains. Oui, c'est la condition pour la primaire. Oui, c'est parce que, et encore c'est une histoire de gros sous, ne soyons pas dupes. Ensuite, lors de la primaire, M. Ciotti arrive en deuxième, là on flippe. Donc il va falloir que je garde M. Ciotti avec moi, avec ses idées zémouriennes. Elle est obligée de composer avec tout ça. Elle est obligée de composer. Et je crois, vous voyez, ce n'est pas ma candidate, c'est pas que je défende, mais comme Mme Taubira, comme M. Mélenchon, j'apprécie cette... Je ne devrais pas composer avec ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Il faudra mettre les frontières. On va vous écouter sur ça. Et là, je reviens à ce que vous avez entièrement raison, ce que vous dites. Le problème, vous savez quand vous dites que Macron a cassé tout ça, il a cassé tout ça parce qu'il a eu l'opportunité donnée par les autres de casser tout ça. C'est ça qu'il faut dire. Et là, vous avez fini avec une très belle phrase. Décidément, nous sommes beaucoup d'accord. Vous êtes bienvenus pour défendre la candidature de M. Macron. Non, ça va aller. C'est les citoyens, c'est les Français. C'est-à-dire, quel est le message? Moi, cette histoire de Karcher, d'abord, elle m'énerve beaucoup. Pourquoi? Parce que Karcher, vous savez, c'est pas que de la haute pression. Oui, c'est aussi de la vapeur, c'est de ça. Donc, Karcher a demandé qu'on arrête de les citer. Voilà. Oui. Déjà par le passé. Mais voilà, peut-être qu'on voyait un chèque de 7 500 €, celui qu'ils peuvent donner pour... Non, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas être cités. Non, oui, c'est ça. Parce que finalement,
on a J'aime tous pas comment raison. on parle des quartiers populaires comme ça. Ouais, exactement. J'aime pas. Vous savez, moi On j'entends n'arrête pas. j'entends des candidats à chaque fois venir nous dire j'aime les provinces, j'aime les Français. J'entends très peu de candidats dire j'aime les quartiers populaires et j'aime les gens issus de ces quartiers populaires. Mais j'aime tout Qui ont été- simplement la qui ont été- France qui ont été et en nous première sommes. ligne. Et nous j'aime- sommes- et j'en ai marre qu'on utilise à chaque fois, qu'on parle de ces quartiers à chaque fois avec violence, avec véhémence, des fois avec offense. Tout à fait. Et Et sans là, les je connaître. partage. Et Sans les c'est-à-dire connaître. que, Ça vous m'agace. savez que quelque part, c'est un petit peu comme l'homme, le déordental est d'origine africaine. Nous sommes tous, une très grande majorité de nous tous français, originaires d'une façon ou d'une autre des quartiers populaires. Ça veut dire quoi les quartiers populaires? Parce que là, on pourrait presque faire toute une émission là-dessus. C'est un sujet que j'ai beaucoup étudié sur qu'est-ce que c'est qu'un quartier populaire. Et là aussi, c'est des cycles, vous savez, qui reviennent. Je vous parlais tout à l'heure l'histoire. Vous savez, je suis tombé sur une photo, juste pour l'anecdote, de 1970, des bidonvilles qu'il y avait à Nanterre, essentiellement pour les Algériens et les Portugais. C'est exactement la même photo que vous retrouvez aujourd'hui à Calais. Vous voyez? Vous allez à Calais, vous avez exactement les mêmes images. Donc, mais c'est notre faute. Et c'est la faute de beaucoup de politiciens aussi, pardon. Donc, c'est pour ça, ça sera un autre sujet, c'est l'Europe qui a réussi quand même. Il n'y a pas, enfin, oui, il y a des quartiers populaires. On ne devrait pas parler des quartiers populaires. On devrait parler de la France et commencer enfin, et là je suis peut-être d'accord avec vous tous, à travailler réellement sur la mixité. Vous voyez, travailler réellement sur la mixité, parce que là nous avons tous été fautifs. Parce que, je n'oublie pas, vous avez tous à un moment Je ou à un rappelle autre. juste que votre candidat, il est président depuis 5 ans. Hein. Oui, et vous avez été, madame, dans des gouvernements. Vous J'ai avez jamais dans été des- au gouvernement. Mais moi non plus, je n'ai pas été. Je parle de vos candidats. Mélenchon a été dans le gouvernement de Lionel Jospin. Oh, attendez, il a été au gouvernement de Lionel Jospin, déjà, je crois que ça a duré 1 an, et il a fait 5 un ans. excellent travail. Il a fait un gouverné 5 ans. c'est avec le seul à avoir Lionel cette Jospin. peine-là, oui. Non mais attendez, non, il était ministre pendant... Ah, lui, oui, mais d'accord. il a été aussi. Ok. il a été Et aussi je rappelle qu'il était ministre de l'enseignement technologique, supérieur et technologique. Donc, On peut pas dire que je le je console crois responsabilité sur que ça. vous Non, mais méprenez sur son individuellement- travail. Individuellement, La droite a personne une n'a- responsabilité. Si, la droite a une Individuellement, responsabilité parce qu'elle je était au parle. pouvoir. On peut dire que les socialistes ont une responsabilité parce qu'ils étaient au pouvoir. On va pas accuser Christiane, le parti Exactement. radical de gauche. Tout à fait. Non, faut être sérieux. Il faut prendre Tout ses à fait. responsabilités. C'est ça aussi la politique. C'est Exactement. dire qu'on s'est- Exactement. on s'est trompé. Exactement. Soumia Achfa, Oui. sur le Ah, sujet, sur la boussole. Alors, La est-ce qu'elle a perdu boussole, sa en fait, boussole non, j'étais très concentrée sur les quartiers populaires. Mais allez-y, je vous en prie. Les quartiers populaires, si, non, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait pas en parler. Il faut en parler. Les quartiers Faut populaires, agir, on les a avant d'en oubliés. parler. Faut agir. Oui, on les a J'en suis oubliés. issu, moi, des quartiers populaires. Moi aussi, et je suis une sécano-dionysienne et fière de l'être depuis bientôt 40 ans. Les quartiers populaires, il faut les accompagner. Nous avons des talents magnifiques dans ces quartiers populaires. On a une belle jeunesse qui ne demande qu'à être... vous parliez tout à l'heure d'égalité. Quand on voit les moyens alloués aux Hauts-de-Seine et les moyens alloués à la Seine-Saint-Denis, mais ils sont incomparables. En 2019, votre ancien ministre, Premier ministre Édouard Philippe, quand il est venu à Bobigny, et quand on voit l'état de la préfecture de Bobigny, quand on voit l'état du tribunal de grande instance de Bobigny, Les commissariats et de on, police. oui, qui sont complètement saturés, et on ne met pas de moyens là-dessus. Donc il y a une volonté profonde du gouvernement à ce qu'on laisse ces quartiers populaires, Non, madame. s'il vous plaît, monsieur Carlos, Non, une volonté profonde à ce qu'on laisse ces quartiers populaires dans une forme de misérabilité, d'accord, dans une forme de ghetto, d'accord, parce que je pense, j'essaie de me mettre à la place de ce gouvernement et me dire, mais pourquoi faire tout ça? Quelle est l'utilité? Quelle est l'utilité? Lorsqu'on nomme un président, ce président doit être français de tous les Français. Le gouvernement doit agir et travailler dans l'intérêt de tous les Français. Et on doit aider cette population qui, la majorité est une population issue de l'immigration, d'accord? Cette population... J'ai dit la majorité, il n'y a pas que, mais la majorité. Quand on voit que dans la Seine-Saint-Denis, par exemple, on a plus de 1 624 000 habitants, quand on voit que les hôpitaux, on n'arrête pas de les fermer, on ne les accompagne pas, on ne leur donne pas les moyens d'agir, on les ferme. Alors, le sujet, c'était la droite et Voilà. la Non, mais je Allez-y. suis très Non, concentrée non, sur le... Macron est clivant. Hein, Voilà, Macron est clivant. excusez-moi, mais Oui, en je fait, tous m'emballe les sujets sont là-dessus. liés, vous avez raison. Voilà. C'était pas Mais, un reproche. Concernant la droite. Oui. Concernant la droite, Oui, eh ça bien, a tout perdu à sa l'heure, boussole. très cher Malik, vous disiez que la gauche pourrait être amenée à disparaître. Je vous La retournerai droite également. la même remarque. La droite, si aujourd'hui, il n'arrête pas, par exemple,
certains membres du LR, s'ils n'arrêtent pas d'aller draguer des membres du Rassemblement national ou Monsieur Z, parce que je refuse de prononcer son nom. Non, à un moment donné, Il n'y a pas que lui qui s'appelle Zemmour. Hein. Oui. Bon, c'est vrai. à un moment donné, Surtout de l'autre côté de la Méditerranée. pardon, à un moment donné, vous allez perdre toutes les valeurs Bien sûr. républicaines. Bien sûr, bien sûr. Mais D'accord. je suis d'accord avec vous. Et je pense qu'à un moment donné, En tout cas, on va se il faire va inspirer. falloir revenir à ces bases et à ces valeurs du gaullisme. C'est ce qui vous représente, il me semble. Hein. Je pense aussi, Et, un peu vous aussi, je pense. Je pense que De Gaulle, il n'appartient pas qu'à la droite. Alors évidemment, on se l'est accaparé, mais je pense que De Gaulle aussi est... Non, mais c'est une figure Qui française. a formé un gouvernement d'union nationale, tout avec à des gens fait, de gauche tout à et de fait. droite. Énormément de Tout à choses fait, se tout à fait. sont Oui, déroulées. et là, encore, juste, Gaulle et alors, Chirac. quel bel exemple là. Réinventons-nous. Ce que nous sommes en train de dire ce soir, alors je ne vais pas faire le petit gentil qui est au corps avec tout le monde, hein, ici pas en même temps, c'est réinventons-nous. Vous êtes un vrai BRP d'Emmanuel Macron. Vous voulez qu'on fasse tous la même chose ensemble. Nous, on est d'accord parce que pour le coup, ces sujets nous mettent d'accord. Mais si on devait discuter de sécurité et d'autres sujets, je pense qu'on sera en désaccord. Mais on est Ça d'accord. dépend. On est d'accord sur Ça le fond, dépend. sur la République. Si c'est dans l'intérêt des Français, Réinventons-nous, nous, si vous permettez. réinventons-nous tous. Et Carlos, partons, après c'est peut-être ces clivages vont se résoudre. Pardon, hein, je sais Allez-y, que... finissez. Mais c'est mon côté méditerranéen. Mais il faut donner la parole aussi à Amin Saak. Oui, c'est vrai, pardon Amine. Il attend Mais sagement. juste 15 secondes. C'est vrai que nous avons tous, à un moment ou à un autre, été au pouvoir et nous sommes tous responsables. Vous parlez des quartiers populaires. Non, je regrette. Encore une fois, désolé, Non, pas nous. Vous avez été au pouvoir, Ah, mais vous avez été moi, au je pouvoir, dis- vous avez été au moi, pouvoir. Non, je Merci, regrette. Madame Taubira était non, ministre. Oui, Quand Madame Taubira était oui, ministre de la oui, Justice, oui. qu'a-t-elle fait pour les tribunaux à Bobigny? Ah ben ça, Ça sera je pourrais un pas autre- répondre, ça sera mais ça une sera autre pour émission. une prochaine émission. Mais Amin Saak, On vous invitera. Amin Saak, C'est gentil. s'il vous plaît. Non, mais juste pour revenir sur le sujet de départ, à savoir est-ce que la droite républicaine a perdu sa boussole? Oui, évidemment. Et par ailleurs, quand je vois, alors c'est valable aussi un petit peu à gauche, mais surtout à droite, et vous, tout à l'heure vous parliez notamment de Guillaume Pelletier, de M. Vers, etc., enfin, ou même de M. Ciotti. Enfin, moi, je pense que Valérie Pécresse, à partir du moment où elle est désignée par son camp, elle ne doit pas courir après Ciotti ou M. Pelletier ou je ne sais qui d'autre. Ce qu'il faut, je ne suis pas là pour lui donner des conseils, mais la droite en général, elle a un problème, c'est quelles sont ses valeurs, quelles sont les idées, les convictions qu'elle veut défendre. C'est ça, c'est comme ça qu'elle va convaincre. Pas en pensant faire une addition de personnalités, ça ne marche pas. Ça, La politique, c'est pas toujours des mathématiques. Non, c'est pas toujours des mathématiques. Exactement. Et puis c'est des convictions. Donc, on va laisser finir. autant la gauche, évidemment, elle a ce travail-là à faire, même si on ne voit pas forcément des départs vers d'autres candidats, quoique. À droite, il y a réellement un travail à faire sur le socle de ce que représente aujourd'hui, ce que devrait représenter la droite. Mais vous voulez voir revenir le clivage gauche-droite, Amin Saak? Non, enfin, moi je suis pas là pour faire des souhaits sur quel doit être le clivage. Je pense qu'il faut dépasser ça. Il faut. Est-ce que les entrer citoyens dans s'y une nouvelle perdent pas ère, un petit peu, une nouvelle- justement le problème majeur aujourd'hui dans notre société, ce sont nos institutions. Elles sont à bout de souffle. Il faut réfléchir à autre chose. Je sais que Sabrina Nouri a beaucoup de choses à nous proposer On va lui donner la sur parole ce là-dessus. sujet-là. Je pense qu'il faut Parlez de la vraiment droite, que le prochain quinquennat, quel que soit le pouvoir en place, va avoir un sujet majeur. Ce sera celui des institutions, la place des institutions. Monsieur Macron avait promis un certain nombre d'avancées sur la question des institutions. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Il suffit de regarder, aucune réforme sur les institutions Notamment la proportionnelle. n'a été engagée sur ce quinquennat. Sabrina Nouri. Justement, Je savais sur cette pas droite, alors, je vais vous poser la même question qu'à Amin Saak. Est-ce que vous souhaiteriez revoir ces clivages gauche-droite à l'Assemblée avec deux courants de pensée parfois différents, mais parfois convergents sur, Ah bah non, sur il des théorise sujets... le clivage élite contre Non, le mais- peuple. Ouais. Non, mais Les aujourd'hui. prolétaires, les notables. Non, mais je vais laisser Sabrina Nouri répondre. Elle connaît Non, mieux le mais sujet que moi. je pense qu'aujourd'hui, la situation climatique, je suis désolée de revenir sur ce sujet-là parce qu'elle nous concerne toutes et tous. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir en fait que tout le monde en fait y travaille parce qu'à un moment donné, Y compris la droite. y compris la droite, bien évidemment. Vous seriez prêt à travailler avec la droite sur ce sujet? Parce que tout simplement, il y a des événements climatiques qui vont toucher, et ils vont toucher un bon nombre de personnes. Je pense notamment à cette vague d'immigration qu'on va subir
enfin, Les qu'on va migrants subir climatiques, oui. absolument, qui va arriver dans ces prochaines années, et ça va nous arriver peut-être même plus vite que prévu. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, on sera confronté à cette problématique. Qu'on soit vert, jaune, noir, blanc, bleu, on sera confronté à cette problématique. On sera tous égaux face à ces enjeux climatiques. Et qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? C'est ça la vraie question. Et c'est pour ça que l'avenir en commun, en fait, elle n'est pas là juste pour parler à la gauche, elle est là pour parler à l'ensemble des Françaises et des Français, et notamment à l'ensemble du monde aussi. Parce que ces sujets-là, ils vont dépasser nos frontières. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc l'idée de cet avenir en commun, je vais essayer de répondre à votre question. À la base, la France Insoumise, c'est un mouvement, ce n'est pas un parti politique. Et c'est un mouvement qui a accueilli des citoyens de la société civile, des gens qui venaient du Parti Socialiste, des gens qui venaient d'Europe Écologie Les Verts, des gens qui venaient de l'UMP, et j'en connais. Et je pense que tous ensemble, on a travaillé et réfléchi à construire ce programme parce que demain, nous allons faire face à des enjeux climatiques, à des enjeux sociaux où tout le monde sera sur le même pied d'égalité. Et il n'y aura pas toi plus que moi. Ça sera pareil. On aura beau avoir des milliards dans son compte en banque, ça ne servira à rien. Quand la vague climatique sera là, eh bien, il faudra y faire face tous ensemble. Alors, est-ce que Jean-Luc Mélenchon serait d'accord pour former un gouvernement d'union nationale si d'aventure il devenait président de la République, avec des gens dits intelligents à droite qui justement ont le désir de faire avancer la France? Ce que Jean-Luc Mélenchon a dit, c'est que s'il arrivait au deuxième tour, il accueillait à bras ouverts toutes les personnes qui souhaitaient constituer la prochaine République. Sur un gouvernement d'union nationale? Sur un gouvernement qu'il jugera, lui, de son fait pour appliquer le programme. Parce qu'attention, les personnes qui vont nous rejoindre, ils vont devoir appliquer le programme. S'ils ne sont pas d'accord avec l'ensemble des mesures, ils ne pourront pas venir. Pour reprendre la phrase d'échevellement, non, mais ce que je veux dire, c'est que... ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'avenir en commun sera appliqué. Et on peut coûte pas que amender. coûte. On peut pas amender. Donc, les personnes qui vont nous rejoindre seront d'accord avec les mesures de l'avenir en commun. Ça sera le mot de la fin sur ce sujet. On enchaîne sur le dernier sujet, à savoir l'extrême gauche est-elle le seul rempart à l'extrême droite? Pour le coup, on n'a pas de vidéo, mais je vais vous poser la question, Malik et tout. Je présume déjà de la réponse. Mais, alors, l'extrême gauche, est-ce qu'elle est le seul rempart à l'extrême droite? Non, mais c'en est un. C'en est un, Jean-Luc Le Mélenchon. Non, je vous ai répondu non, et j'ai rajouté, c'en est un. Je pense que l'extrême gauche fait partie. Franchement, on peut reprocher plein de choses à Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas du tout d'accord avec ni son programme Avenir commun ou pas commun. Mais faut le lire déjà. Ouais, non, mais si je l'ai lu, vous savez, j'ai lu Mélenchon. Vous savez, je crois que j'ai 4-5 livres de Mélenchon à la maison. C'est une bonne moyenne parce qu'il en a fait... Est-ce que vous avez qu'ils s'en aillent tous? Non, mais je lis Mélenchon. L'air du peuple. Je lis Mélenchon et j'écoute Mélenchon. Donc, pour vous dire, et je suis très intéressé par ce qu'il propose, toujours. Je le trouve très intéressant. Et c'est pas pour autant que je partage ses avis et son idée sur la France. La deuxième des choses, c'est sur la question du rempart. Je pense que nous avons un travail à faire à droite. Tout à l'heure, la question était de savoir sur la boussole, sur les frontières qui ont été données. Et je pense que sous Chirac, jamais un représentant aurait pu tenir un discours pour se rapprocher du Rassemblement national, du Front national. Sous Nicolas Sarkozy, peu importe ses idées, peu importe ce qui a été dit, en tout cas, il avait mis une frontière réelle et il avait fait baisser dans les sondages le Front national. Il avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen. Donc je crois qu'on a, nous, un travail à faire en tant que de gens qui se revendiquent de droite sur la question de l'extrême droite, et je pense qu'on doit être les premiers à combattre l'extrême droite. Je pense même pas que c'est un problème de gauche. Je pense que c'est un problème de droite. Je dis simplement qu'il faut que nous fassions le travail. Déjà, premièrement, à bien créer une ligne claire entre l'extrême gauche, entre l'extrême droite et la droite. Et une fois qu'on aura créé cette ligne qui est infranchissable, dans ce cas, les Français pourront choisir sereinement. Et je dis une chose, parce qu'on a un petit peu de mépris toujours pour ceux qui votent le Rassemblement national ou Zemmour. Mais souvent, ce sont des gens qu'on n'a pas réussi à convaincre. C'est notre responsabilité d'aller convaincre. Convaincre, il y a le mot vaincre. Et en essayant de convaincre ces Français, on réussira à vaincre les idées d'extrême droite. Et je pense que c'est notre job. Malik et tout, sur cette droite justement qui pourrait elle aussi être un rempart à l'extrême droite, oui. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que justement les candidats, enfin les hommes et les femmes de droite les plus raisonnables, et les Républicains aujourd'hui quittent plutôt ce parti pour d'autres horizons, sans jeu de mots? Oui, moi j'ai bien compris. Mais sans rentrer dans... C'est un fait.
Et je veux dire, je vais pas contester un fait, je vais pas nier un fait, c'est un fait. Il y a des gens qui quittent le navire parce qu'ils considèrent qu'ils ne se... Alors, ce sont les rats qui quittent le navire, mais oui, je ne vais pas mais pour utiliser le le coup, terme. c'est des souris là. Il y a un phénomène qui est réel, c'est que Pécresse avait quitté parce que Laurent Wauquiez avait récupéré le parti, Xavier Bertrand avait quitté le parti parce que c'était Laurent Wauquiez, que c'était la ligne dure, et qu'on ne voulait pas de cette ligne dure. On voulait Qui n'a pas marché. Qui n'a pas fonctionné, pour le coup, avec Bellamy pour les européennes. Donc on souhaite revenir à une droite républicaine, entendue de tous, avec laquelle on peut débattre et avec laquelle on peut échanger. J'en suis sûr que même s'ils sont d'extrême gauche, je n'aime pas trop ce terme, mais bon, s'ils sont d'extrême gauche, ils le sont, j'en suis sûr qu'ils aimeraient avoir une droite face à eux avec laquelle ils pourraient échanger. Mélenchon est un grand démocrate et un républicain. Même si on n'adhère pas à ses idées, c'est un homme qui veut échanger. Christiane Taubira est une grande démocrate. Elle aimerait bien continuer à batailler comme elle l'avait fait à l'Assemblée nationale avec des gens d'extrême droite ou de droite, mais il faut que dans cette démocratie, nous puissions tous coexister, pour le coup. Sabrina Nouri, alors l'extrême gauche est-elle le seul rempart, ou en tout cas le plus efficace? Alors, moi déjà, je ne me considère pas d'extrême gauche. Je suis donc, effectivement, mon cœur bascule à gauche. Dans le paysage politique, c'est là qu'on Oui, situe mais la France. c'est justement la problématique. C'est-à-dire que, forcément, les médias nous mettent extrêmement à gauche parce que, tout simplement, on a un programme de rupture. On a un programme de rupture, tout simplement. Nous sommes des progressistes. Nous souhaitons que les êtres humains vivent en harmonie avec la nature. Ça, c'est le slogan de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si ce slogan est d'extrême gauche, je ne le crois pas. Au contraire, nous avons un programme de rupture, ça c'est sûr. Un programme de rupture avec la politique qui est menée actuellement, ultra-libérale. Et on l'a vu pendant 5 ans, c'était une politique pour les riches. Voilà, appelons un chat sur le un rempart, chat. sur l'extrême droite. Après, le rempart de l'extrême droite, oui, bien évidemment. Mais l'extrême droite, il faut le combattre par le dialogue, par les idées. Il faut le combattre, il faut aller débattre avec pour que... Zemmour. Mais il faut débattre avec tout le monde, il faut débattre avec Zemmour, il faut débattre avec Madame Le Pen, il faut débattre avec Madame Pécresse, il faut débattre avec Monsieur Macron. Bien évidemment, c'est le débat d'idées. Non mais il y a des propos des fois, on se demande. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est que ça devient très très ambigu des fois. Donc la démocratie, c'est ça aussi, c'est le combat, c'est le débat d'idées. Il faut mettre ça sur la table. Donc tant qu'il n'y aura pas ça sur la table, eh ben on n'avancera pas. Maintenant, mettre comme ça le champ, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué depuis un certain nombre de temps, tous les médias mainstream sont à fond sur des mots, des dialogues, des émissions entières tenues par des propos extrémistes. Sur le temps d'antenne. Et sur un temps d'antenne à grande écoute. Sur un temps d'antenne à grande écoute. Donc aujourd'hui, il y a un vrai sujet, il y a une alerte. Et je pense que cette élection présidentielle, elle va être déterminante pour la suite. Anissa, sur le sujet du rempart. Moi, je crois que le seul rempart à l'extrême droite, si tant est qu'on veuille lui opposer un rempart, c'est la République. Voilà, c'est quand soit on est dans le champ républicain, soit on est en dehors. Mais si on est en dehors, si on est en dehors, légitime à se présenter. En tout cas, aujourd'hui, l'extrême droite, telle qu'on la connaît, telle qu'on l'identifie, elle n'est pas interdite. Donc, il y a eu ce débat pendant quelques années où fallait-il interdire le Front National à l'époque, aujourd'hui le Rassemblement National. Ce débat, à mon avis, va continuer. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, c'est par le débat et la confrontation des idées qu'on combat les idées extrêmes, obscures. Est-ce qu'on doit donner les parrainages à l'extrême droite? Mais si on considère que les propos ne sont pas extrêmes et que ça va dans le sens de ce que l'on croit, ce que l'on pense, c'est une erreur de ne pas donner les parrainages. Même pour Zemmour, même pour Marine. Je pense qu'il faut aussi notamment que le candidat d'extrême droite se confronte à la réalité du suffrage pour qu'il prenne conscience des idées qu'est-ce qu'elles valent dans le paysage, dans l'opinion politique. Donc il y a cette question de la République à mon avis. Et puis moi je veux quand même là où il y a eu un renforcement de l'extrême droite, c'est d'abord la porosité sur le fond qu'il y a pu y avoir avec la droite gaulliste. On pensait que les digues de la droite sont... Elles sont tombées depuis bien longtemps maintenant. Voilà, je pense que Nicolas Sarkozy avait entamé le travail et puis petit à petit ça s'est déconstruit très, très tranquillement. Et puis de l'autre côté, moi je ne suis pas du côté de l'extrême gauche. Il y a aussi une certaine porosité, on l'évoquait tout à l'heure, où parfois, pour des questions notamment de précarité, etc., il y a toute une... enfin, vous connaissez le slogan, hein, c'est-à-dire que c'est l'immigré qui prend nos emplois, qui profite du système, etc. Et donc, tous ces gens-là qui étaient
très à gauche. D'ailleurs, on l'a bien vu mécaniquement, plus le Parti communiste a été, comment dire, le monde ouvrier siphonné, a glissé vers basculé l'extrême droite. quelque part, et donc il y a eu un siphonnement en quelque sorte de l'électorat extrême gauche vers l'extrême droite avec ces idées-là. Enfin, après, moi je situe pas Mélenchon à l'extrême gauche. Je pense que c'est un candidat radicalement à gauche, clairement, sur les propositions, sur le fond. Mais Est-ce je que ne c'est pas situe que de la à l'extrême sémantique? gauche. Non, je ne crois pas. Être Radicalement à radical gauche, et extrême gauche. extrême, ce sont deux choses différentes à mon sens. Et je ne le situe pas à l'extrême gauche aujourd'hui. D'ailleurs, par ailleurs, l'idée d'extrême, que ce soit à droite ou à gauche, c'était souvent des variables d'ajustement, quelque part. L'extrême droite pour la droite, c'était le cas. À gauche, l'extrême gauche. Aujourd'hui, Mélenchon, c'est quand même celui qui prend le plus de place dans le paysage à gauche. On va pas le situer à l'extrême gauche. Ou alors, dans ce cas-là... Marine Le Pen prend le plus de place dans le paysage de droite, donc dans ces cas-là, vous n'avez pas la situer à Non, l'extrême mais droite. c'est pour ça que je dis que c'est en train de changer. C'est en train de changer. À droite, c'est en train de changer. Et donc, mais il va y avoir à gauche, la décomposition, elle s'est opérée depuis plus longtemps qu'à droite, puisqu'on a moins bien résisté au phénomène Macron en 2017, là où la droite avait quand même mieux résisté, il faut se le dire. Vous n'avez pas résisté au phénomène Valls et Hollande aussi. Non, mais c'est autre chose. Ah bah non, mais c'est à partir de là où le parti a commencé à à démarrer s'effondrer. là. Moi, je pense que ça a démarré avec la question de la déchéance de nationalité. C'est là que tout a commencé. Emmanuel Valls était un homme de droite. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un homme de droite, voire plus. Voire plus, il faut se le oui, dire. bien sûr. Moi, j'ai pas de difficulté avec ça. Bon, il n'y a qu'à entendre, lire ses propos dans les médias. Puis il faut voir ce qu'il a fait en Espagne aussi. Et par ailleurs, il est vite revenu. l'une des rares, et ça, je veux quand même qu'on le dise, l'une des rares à avoir opposé une certaine fermeté à cette proposition pendant le quinquennat Hollande, c'est Madame Taubira, Tout à fait. qui a quitté le gouvernement sur un désaccord majeur, il faut le rappeler. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas le cas de tout le monde à cette époque-là. Carlos Soares, sur cette extrême gauche qui serait le seul rempart à l'extrême droite, du coup, la République en marche, elle est aussi rempart à l'extrême droite. Alors, je vais pas, encore une fois, je ne vais pas parler pour la République en marche. Je ne suis pas la République en marche. Mais votre avis? Mon avis aujourd'hui, c'est que l'extrême droite me fait peur. L'extrême droite me fait peur, et c'est aussi une histoire. Hein. Regardez ce qui se passe en Europe aujourd'hui déjà. Hein. Et je ne sais pas, je crois que c'est Amine qui disait tout à l'heure, beaucoup de l'électorat aujourd'hui de l'extrême droite, ce sont les populaires. Alors, prenez note, je vous invite à regarder une petite vidéo, elle dure 5 minutes, elle date de 1970. C'est Fernand Reynaud, le sketch ça s'appelle Le Douanier. Oui. Regardez sur le pain des Français. Sur le pain des Français, le boulanger était arabe. Le boulanger était arabe, oui. Voilà. Et il quitte le village. 70, hein, 70. Regardez bien cette vidéo, elle est fantastique. Hein, elle est vraiment fantastique, hein, Le Douanier. Et l'extrême droite me fait peur. Alors, nous, les républicains, quels que soient nos bords, gauche ou droite, devons nous opposer aux idées de l'extrême droite. Effectivement, quand j'entends M. Ciotti vouloir ouvrir un Guantanamo, j'ai entendu Mme Pécresse dire qu'elle voulait faire des murs tout autour des frontières de Schengen. Non. Si, elle a dit. Non, c'est parce qu'elle a dit. Mais continuez. Et Ciotti qui voulait ouvrir un Guantanamo. Quand il a fait la primaire, elle voulait ouvrir un Guantanamo à la française. Hein. C'est une bêtise. C'est une connerie, oui. Pardon. Voilà. Allez au bout de votre propos. Alors, Carlos Soares. ce n'est pas l'extrême droite gauche. Je ne sais pas d'ailleurs ce que ça veut dire extrême gauche. Très honnêtement, hein, et c'est pas pour partager l'avis de ma collègue là. Hein. Le rempart aujourd'hui, et Amine le disait aussi très bien, le seul et unique rempart, c'est le dialogue. Le dialogue. Si nous n'allons pas dans les quartiers populaires, si nous n'allons pas dans ces villes, Roubaix, Beaumont, Hénin-Beaumont, hein, c'est ça, la ville où a été élue Madame Le Pen. D'ailleurs, pourquoi ces gens-là, où il n'y a pas d'immigrés? Mélenchon s'était présenté là-bas face à Marine Le Pen. Exactement. C'est extraordinaire, quoi. C'est voilà. Donc, c'est sûr que c'est une bonne idée des fois d'aller sur les terrains. C'est les républicains, pas au sens du parti, parce que d'ailleurs, c'est du vol. On appeler les républicains. On est tous républicains. Voilà. C'est le dialogue. C'est un choix. Hein. C'est la bienveillance. Et c'est l'écoute, y être à l'écoute des gens. Et beaucoup de nos politiques ne sont pas à l'écoute des gens. Soumia Chafa. Oui. Alors, sur ce sujet. Alors, sur ce sujet, pour moi, le rempart contre l'extrême droite, c'est aller chercher ces Français qui ont perdu confiance en nous, les politiciens. Preuve en est lors des dernières élections municipales, vous allez me dire, oui, mais c'est pas pareil. On a eu un taux record d'abstentionnistes. Et je reste persuadée, ne t'en déplaise, très cher ami, je reste persuadée que la grande majorité des Français a un cœur qui est de gauche. J'en suis sûre et certaine.
Et si nous allons récupérer cette confiance auprès Alors, de les tous ces territoires Français... sont plutôt à droite en France. Oui, non, mais là, c'est de l'incantation, mais Oui. c'est les chiffres. Non, C'est les mais chiffres. Vous êtes en désaccord pas avec moi, avec les chiffres. Non, mais je peux aller jusqu'au bout Bien sûr, bien sûr. Allez-y, je vous en de prie. mon sentiment. Je reste persuadée qu'il faut aller chercher ces abstentionnistes. Je reste persuadée qu'il faut regagner la confiance de ces abstentionnistes. Puisqu'il y en a qui se disent à quoi ça sert de voter. De toutes les manières, ils sont tous pareils. Donc c'est à nous aussi de nous différencier, d'avoir une spécificité, de répondre aux gens et surtout d'avoir de l'empathie et de connaître leurs problématiques et de proposer un programme qui leur permette, comme ce que je disais tout à l'heure, de vivre tout simplement, mais pas de survivre, surtout en cette période qui est extrêmement difficile. Sabrina Nouri, pour finir sur ce sujet, je vous laisse le pour mot de la finir fin. sur ce sujet, bien, donc je suis tout à fait d'accord avec. On vous aura Soumia. mis tous d'accord pour Soumia, moi sur ce voilà, sujet. je suis tout à fait d'accord C'est avec très bien. Soumia. L'abstention est vraiment un fléau dans notre pays et il faut le combattre. Il profite aux extrêmes. Il profite aux extrêmes et la résignation aussi. C'est ça le plus difficile, c'est d'aller convaincre ceux qui sont résignés, ceux qui n'y croient plus. Et je pense que les propositions qui sont amenées sur la table, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'était la 6e République avec à l'intérieur une refonte de la Constitution. C'est remettre les cartes sur table, refaire les règles du jeu pour que les citoyens puissent avoir encore confiance, avoir la confiance envers nos politiques aujourd'hui. La politique régit nos vies. Si la politique, on ne s'en occupe pas, ne vous inquiétez pas, la politique s'occupera de vous. Et c'est pour ça que je finis avec cette date qui est cruciale. C'est le 4 mars. Le 4 mars, vous pouvez encore, si vous êtes mal inscrit ou si vous n'êtes pas inscrit, d'aller vous inscrire sur les listes électorales, car votre bulletin de vote est le seul moyen de pouvoir faire changer les choses de façon radicale pour les 5 années, 10 années, 20 années à venir du coup. Et donc, je déplore que ce gouvernement ne fasse pas une campagne réelle sur les inscriptions des listes électorales. Il faudra peut-être arrêter les inscriptions sur les listes électorales, il faudra peut-être que les gens soient inscrits automatiquement sur les listes électorales. Eh bien, nous proposons... ça serait plus clair. Changeons de nous logiciel. proposons le vote obligatoire. Nous allons pouvoir continuer à débattre entre nous, mais l'émission touche à sa fin. Merci, chers téléspectateurs, merci aux co-débatteurs, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.